Allez, salut à tous, bienvenue voilà, ce soir pour le live du soir. Alors, bienvenue à Matspo, bienvenue à FK2D. Tu cherches toujours à connaître le nom du track que tu utilises sur son dernier générique. Je suis pas sûr que tu puisses le trouver finalement. Je te donnerai quelques infos hein, si jamais en effet tu as envie de savoir ce qu'il en est autour des tracks que j'utilise hein, pour les intros. Alors, il y a le Street of Rage remix au niveau, bien sûr, Synthwave, où tu peux avoir sur YouTube facilement voilà, les infos pour le retrouver. Et puis également, on a, je crois que j'ai mis Upbeat autour de la Super NES, c'est-à-dire toutes les tracks qui sont un peu rock sur les jeux Super Nintendo. Alors, je te dirais, j'essaierai de faire une recherche hein, de ce qu'il en est autour du shoot 'em up qu'on entend au tout début. Après, il y a NBA Live 97. NBA Live 80, je crois que c'est le 97. Faudra voir. Mais en tout cas, la deuxième track, c'est NBA Live. En tout cas, voilà, bonsoir à tous, hein, merci d'être là, hein, comme d'habitude. Alors, je vais vous afficher le chat, hein, bien sûr, pour que vous puissiez voir les messages en replay hein, dans l'émission. Bien sûr, voilà, ce soir, on va parler, une fois n'est pas coutume, on va parler du méga CD. On va parler du méga CD parce qu'on n'en parle jamais. J'essaierai également de faire dans le futur une vidéo autour de la GameCube. Parce que c'est au final, tu te rends compte que c'est une console que les gens n'ont pas l'habitude d'aborder hein, en général sur les chaînes YouTube, sur également les réseaux. On parle vraiment à chaque fois des choses qui coûtent cher. Alors la Neo Geo, on va la mettre de côté. La Neo Geo c'est sympa, mais je suis d'accord avec vous. Il y a un côté, voilà, à un moment donné, au bout de 2-3 émissions, bon, c'est épuisant la Neo. La Neo Geo c'est épuisant pour la première raison. Salut Donny Y. Alors t'allumes ton PC et le live, hop, tout de suite. Bah peut-être que c'est les grands esprits qui se rencontrent hein, finalement. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Alors, pendant le live, peut-être, voilà, je le dis, peut-être, on atteindra 4000 abonnés. J'avais, moi de mon côté, c'est pas un objectif, 4000, c'est une barre. Mais en fait, si tu as envie d'attirer le plus de gens possible, à un moment donné, bah, faut voir beaucoup plus haut pour rassembler des personnes et des gens du métier. Moi, comme je dis toujours, la plus grande récompense que j'ai, c'est les gens du métier, voilà, qui me complimentent pour ce que j'ai fait et les gens que j'ai pu interviewer, qui ont travaillé, voilà, dans l'industrie, gestion de magasins, programmation et puis également la vente, par exemple. Tous ces gens-là, en fait, ça a beaucoup plus d'importance au niveau, comment dire, récompense personnelle que bien sûr, voilà, certaines personnes qui cherchent à faire des problèmes. Et je tiens juste à signaler, et merci à Arix de m'en avoir parlé tout à l'heure. Il me dit, tu sais, les Thomas, les Domingos, les Donny Y, ils sont pas allés sur les chaînes qui font de la promo et de la vente. Ils sont allés parler à des gens voilà, sur internet qui sont passionnés par l'industrie, le jeu vidéo. Ils sont pas allés faire la promo également de quoi que ce soit. Ils sont partis parler jeux vidéo chez un passionné. Voilà, il faut que tu te souviennes de ça. Et c'est vrai que quand tu fais le rapprochement avec les gens qui ont accepté de discuter avec moi, bah, c'est pas des personnes qui avaient des choses à vendre et c'est surtout des personnes voilà, qui sont assez intègres au niveau du métier en général. Voilà. Alors, salut Yordax, comment tu vas? Ouais. Ou alors faut faire un très gros chèque.
Bah, moi je peux. Alors, dans le futur, on fera un live avec une personne, les gars. Je pense que vous savez pas encore. Vous pouvez pas imaginer qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui a jamais fait de live non plus sur Internet. Il n'est pas dans la programmation, il est pas dans le secteur de l'industrie actuelle. Mais vous verrez, on fera un live prochainement avec quelqu'un qui parlera voilà, de sa passion et de son métier du passé, etc. Et ça sera intéressant pour vous également d'avoir ce témoignage. Euh, alors merci pour les quelques infos. Alors le live, comment dire, le live autour de la Neo Geo qu'on a fait avec Dorian Adelphat, c'est vrai que au niveau communication, il y avait eu quelques infos qui sont arrivées depuis un moment déjà, qu'on avait échangé entre nous et que voilà, j'ai essayé de poser des questions pour que les gens répètent un peu voilà ce qu'on avait échangé et que justement les infos vous les partagiez avec eux à travers le chat et puis le live autour des prototypes. Alors on a parlé de beaucoup de choses. Faut savoir que eux et c'est bien que voilà j'en parle aujourd'hui pour pouvoir être transparent avec vous. C'est des gens voilà qui dans le passé ont communiqué avec plein de personnes. On les a fait rentrer dans un cercle à un moment donné de, de youtubeurs assez connus. Alors voilà, la petite blague je le dis parce que bon c'était amusant, c'était taquin. C'est pas de la moquerie ou quoi que ce soit, mais c'est moi et eux qui avaient eu l'idée euh, de les envoyer à la brocante de Back in Toys l'année dernière. Voilà. Donc les gens qui étaient infiltrés à la brocante de Back in Toys, c'est moi, c'est eux. C'est-à-dire j'ai envoyé des spécialistes Neo Geo qui avaient les prototypes à la brocante de Back in Toys. Discuter avec Wawa et voir ce qu'il avait. Donc il y avait rien du tout, il y avait rien à dire. Et beaucoup de fumisterie. Et bon bref. Alors est-ce que ça vous dirait un jour qu'on fasse un live? Salut Jeff Retro, comment tu vas? Jeff Retro, le pouce. Salut, comment tu vas? Bonsoir messieurs, je retourne sur Stalker 2, ce jeu est une punition. Bonne soirée le chat. Bah y a pas de souci Sakura, si jamais tu veux écouter en direct. Alors François Leblanc, salut, tu dis, moi le méga CD, je l'ai découvert pendant le train Sega à l'époque. Alors, il y a également des gens qui ont gardé, vous savez, des flyers et également les jeux qui étaient en compétition. Il y avait des cartouches de compétition pour Sonic, je crois que c'est Sonic 2. Il y avait, il faudrait que je retrouve les jeux. Il y avait des cartouches spéciales pour les compétitions dans le train, avec du scoring sur des niveaux, etc. Avec, alors, par exemple ici, moi j'ai la compilation Sonic classique Genesis, mais vous aviez sur la cartouche en fait un autocollant différent pour les compétitions et ça peut être intéressant. Alors je sais plus ce qu'on disait juste avant. Oui on disait alors oui est-ce que et je pose la question est-ce que ça vous dirait voilà de faire une vidéo enfin de faire un espèce de débrief autour de la rencontre abonnée de Back in Toys. Voilà, c'est comme vous voulez. Pour ma part, bon, voilà, ça sert à rien d'afficher des gens, voilà, qui ont l'air déjà plus ou moins malades, dépendants, toxicomanes de l'achat, du jeu, etc. Euh, alors, et je sais pas d'ailleurs si, je crois il y est allé ou pas à Retro Game Shop avec sa bande là. Alors, on salue tous les tipeurs qui étaient présents à la rencontre abonnée. Il y a eu que des tipeurs au final à la rencontre abonnée. Je précise juste que la personne, vous vous poserez la question, hein. 60 et quelques mille abonnés, 35 personnes. Non, mais je pense que vous dans le chat, vous pouvez. Salut Sébastien. Je pense que vous dans le chat, vous pouvez réunir une vingtaine de personnes déjà
que vous connaissez pour aller à République. Donc 65 000. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas eu 200 ou 300 personnes qui aient sollicité la rencontre abonnée? Serait-ce des faux abonnés? Qu'est-ce qui se passe? Ça serait intéressant de savoir, hein. Enfin bon bref, après... alors toi, c'est le Wonder Mega que t'aimerais voir, malgré l'aspect mercantile, mais enfin bon. Salut Affley. Le Mega CD, perso, je possède le Mega CD 2, mais je n'ai que 3 jeux. Road Avenger, Night Trap, Tom 4. Ouais, F14 Tom 4, ouais. Nombre de places limitées, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il y a... Pourquoi faire une espèce de discussion, voilà, avec des gens que je connais, qui voulaient en parler? Il y a un moment donné, le code Wawa n'existe pas dans un magasin. Non, non, mais là, on fait pas de code Wawa, alors je peux pas le faire. Non, en fait, bon, ouais. Et t'as des gars, en fait, qui se sont acharnés à acheter 200 balles de jeu à chaque fois pour passer devant la caméra. Et quand ils passent devant la caméra, ils ont l'air tout fiers d'avoir dépensé 250 balles dans chaque boutique. Enfin, les gars, l'Atari ST, on en parle, l'Atari ST? Ça faisait 7 ans qu'il était chez... ça faisait 7 ans. Et oui, François Leblanc, bien joué François Leblanc. Tu vois, je te lis ton message. Exactement. L'Atari ST, les gars, j'en ai acheté un. On était en 2021 ou 2019, je sais plus quelle est la date exactement. Je l'ai payé 53 euros. Non mais je l'ai payé 53 euros l'Atari ST. Avec le transfo. Alors c'était un simple face, c'est-à-dire que j'ai dû racheter un lecteur double face pour pouvoir lire les jeux à la disquette double face, parce que l'Atari 520 au tout début, bah tu peux pas lire tous les jeux si t'as du simple face. Après, il y a l'STE qui est sorti, et t'as des jeux qui ne sont pas compatibles sur le STF aussi. Ouais. J'ai un 1040 STF. Voilà, j'ai un 1040. Donc, pour vous dire, 53 euros. Le mec l'a payé 500 balles. À l'heure d'aujourd'hui, si tu veux un Atari ST, tu vas sur internet, t'en as à 150 euros. Pourquoi tu le payes 500 balles à République? Je pense que t'es un crétin. Faut dire la vérité, moi je suis pas là pour féliciter les gens qui achètent des trucs 500 balles alors ils peuvent les payer ailleurs, beaucoup moins cher. Pour moi ça n'a absolument aucun intérêt de se vanter d'avoir acheté un Atari ST 500 balles. C'est de la crétinerie, c'est de la bêtise. C'est-à-dire que toi aujourd'hui tu vas dans le supermarché, t'achètes des donuts 400 euros parce que c'est des donuts qui viennent de je ne sais quel pâtissier. T'es fier de toi, mais bon, bref, voilà. Sauf que là, Full Set, c'est pas un grand pâtissier, hein. C'est un brocanteur avec des murs professionnels. Voilà. Dans la vidéo de Wawa, on voit une boutique que je ne connais pas, la dernière, et en sous-sol. Alors, la boutique, alors attention, on va mettre les choses au clair, cette boutique existe depuis longtemps. C'est pas une exclusivité, c'est pas vrai. L'exclusivité, c'est que au sous-sol, il a agrandi pour mettre des jeux rétro en plus. Cette boutique existait déjà. Carden Games, ça existe depuis longtemps. C'est pas une boutique, c'est rien de spécial. Ça, on rentre encore dans le délire des stocks cachés de République. Non, il n'y a pas de stock caché à République ou je ne sais quoi. Alors, il y a un truc qui est marrant aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Voilà, 5 secondes, après on va commencer le live. Au tout début de la vidéo, il dit oui, il y a des mythos sur internet qui disent que je vais toucher une réduction parce que j'amène des gens. Tu connais pas Wawa. Wawa, il passe son temps à mentir. Les mythos, c'est qui à la base? C'est lui le mytho à la base. Donc tout ce qu'il raconte, c'est en général du mensonge et de la spéculation. 800 euros, Tortue Ninja, voilà, enfin, tu connais le bordel. Etc. Enfin bref. Et alors il aura peut-être pas la réduction le jour où il y est, mais quand il va revenir ou qu'il est déjà allé avant, il a déjà eu. Enfin, c'est évident, ça marche comme ça, faut pas se mentir. Surtout lui qui il veut toujours se faire offrir ses pièces pour ses bornes d'arcade, il veut jamais rien payer. Non, faut arrêter, on va arrêter le délire. Après on va pas taper sur sur un brancard, ça sert à rien du tout.
Lord of Thunder et Final Fight CD, bah, dans la vidéo, on voit, ouais, l'instant j'ai dit. Sinon, tu mets un Gotek, on n'en parle plus. Oui, la clé USB avec le. Tu peux mettre tous les jeux sur 1040, etc. Avec boîte d'origine impeccable, c'est plutôt 200. Ouais, mais la boîte, elle sert à rien. Tu vois, FK2D, je te dis, oui, en plus, avec la boîte, lui, il a pas acheté de boîte, hein. Il n'y a pas de boîte à full set, hein, je crois pas. Ouais, c'est ça, Flay. Non, mais c'est un... Ouais, j'ai rien à dire. C'est de la bêtise pure. Et malheureusement, tous les gens ont l'air vraiment très mal physiquement au niveau de la dépendance. Je veux bien que ça soit un échappatoire, mais voilà, on va pas dans un hôpital montrer les malades quand ils consomment de la drogue. Non, on fait pas ça. Là, les gens vont pas bien. Enfin, avec écran et carton de disquette, je précise. Ok. Bah voilà. Alors, ce qu'on va faire ce soir, les gars, c'est qu'on va parler du méga CD. Avec voilà, je vous ai préparé le diaporama. Parce que c'est vrai que pour ce qui est par exemple du méga CD, les gens qui n'ont pas connu en fait cette époque-là, c'est 93, le méga CD 2, quand il arrive en France. Parce que avant, bah oui, on n'a pas eu le méga CD 1 en France. Bah non. C'est comme malheureusement, j'ai vu une vidéo récemment où on nous dit que la Neo Geo elle arrive en 90 en France. Eh ben non. Au Japon, elle est en location en 90. Elle n'est pas commercialisée. Donc j'aimerais bien savoir comment, en fait, ces personnes-là ont pu voir un jour en 90 la Neo Geo disponible en vente dans les boutiques parisiennes. Moi j'aimerais bien savoir. Je veux savoir, c'est-à-dire à quel moment en fait la Neo Geo vous l'avez vue en 90 en vente à Paris. Ben non. Au Japon, elle est en location encore. SNK ne commercialise pas la console, ni la boîte, ni les accessoires. Donc à moins qu'elle ait été volée dans les boutiques au Japon ou de location et ramenée en France, il n'y a aucune chance qu'en 90 vous ayez vu une Neo Geo en vente à Paris. Impossible. Totalement impossible. C'est en 91 les gars. Enfin bon, après, moi je veux bien, hein, mais... Donc le méga CD2. Salut cousin Hubert, comment tu vas? Ouais, Rix. Putain. Rix. Ouais, on a rigolé. On a rigolé avec tout ça. Voilà. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Skippy. Il y a Sport Billy aussi qui, tu sais, il a plein de trucs dans son sac à dos. Il va à République, il achète plein de trucs. Il rentre chez lui, et en fait, il reprend un autre sac à dos, et le lendemain, il retourne encore à République, il a encore plein de trucs dans son sac à dos. Ah, tu connais Sport Billy? C'est une petite dédicace à ceux qui ont connu les dessins animés des années 80, où le mec, il avait tout dans le sac à dos, mais en fait, il a... enfin bon, allez voir, c'est marrant, c'est marrant. C'était un acheteur compulsif déguisé, c'était un grand capitaliste, Sport Billy. Voilà, exactement. Bien joué Yordax. Bien joué Yordax. Le Mega CD 1 était commercialisé seulement en Angleterre. Tout à fait. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Je vous fais un petit quiz. Est-ce que vous savez pourquoi le Mega CD était commercialisé seulement en Angleterre? Bah, en fait, c'est une simple erreur de Sega qui envoie par cargo du Japon des stocks de méga CD hein, pour la France, pour les pays européens, les Pays-Bas, l'Espagne, tout ça. L'anecdote est racontée hein, par des gens de l'époque de Sega dans des articles, vous pouvez le retrouver. Le cargo arrive au port du Havre, les gens de Sega France vont donc chercher les méga CD1. Ils se rendent compte en arrivant que dans les entrepôts du port du Havre, les cartons sont stockés du container. Et qu'est-ce qui se passe? T'as eu le méga CD en 90. C'est vrai, c'est bien. C'est bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que dans les méga CD 1, le Japon a envoyé des transfos d'alimentation pour l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sega France qui reçoit en fait ces consoles ne peut pas les utiliser sur le sol français, sauf les vendre avec un adaptateur ou changer l'emballage.
Qu'est-ce que décide Sega France, vu qu'il n'y a pas énormément non plus de consoles, c'est pas un stock, voilà, c'est un stock pour toute la France, mais ils décident en fait de renvoyer euh, toutes ces consoles, parce qu'il va falloir repacker les consoles, remettre des labels, remettre des transfos, et changer les alims. Ce que Shootgun aurait pu faire, hein, voilà, avec les techniciens également. Mais là, on parle de Sega France. Micromania, la Fnac, tout ça. Donc, le Mega CD1, il repart direction l'Angleterre, et les Français n'ont rien. Ouais. Alors, dans mes souvenirs, et également dans les souvenirs des gens, ils ont pu voir des Mega CD1 en vente dans certaines boutiques. Oui, c'est vrai, avec également l'adaptateur anglais, euh, le convertisseur d'alimentation qui était fourni. Voilà. Salut Rao, comment va? Salut X-Ray. Le 1, il y avait plus de qualité, tu penses, ouais? C'est possible, voilà. La puissance du port du Havre avec Fatal Bazooka. 110 volts. Je sais pas en Angleterre le convertisseur 2,6 mégawatts, je sais pas, j'en sais ce que tu veux. Euh, alors tu disais quoi, Matspo? Vous avez rigolé avec quoi? Attends. Matspo. Ah oui, oui, oui. Avec pardon, excusez-moi. J'essaye de pas tousser en fait parce que j'ai encore attrapé froid et la bronchite est pas loin. Je te continue de voler, mais je donne tout à Skippy. Richnou, la secte Richnou, bien joué. Bien joué. Bah d'ailleurs, on fait un petit coucou à la secte qui apparemment en fait dit que bah personne m'aime et puis que je connais rien à rien. Bon, on lui fait un petit coucou, hein. Continue ton kebab et fais-toi plaisir. Tu gagnerais plus d'argent en faisant des frites, hein, tu sais, que de faire du rétro gaming. Moi, je te donne un conseil, arrête tout et va à la fête foraine, foire du trône, tu gagneras plus de thunes. Fais les plages pendant l'été, vends tes FPGA. Voilà. Alors, au lieu de faire des featuring et puis en envoyant des petits messages, t'aimes bien envoyer des petits messages à des gens que je connais là pour essayer de foutre la merde, hein. Mais bon, il est sympathique notre ami du kebab. Alors, François Leblanc, mes amis, la secte, envoyez vos dons, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, il y a des promotions donc sur les manettes 8-bit-do et puis mon frérot, mon poteau, envoie les dons. Non, mais il n'y a pas de dons activés, vous inquiétez pas. Les inconnus en force. Ah, ouais, bah ouais, ça doit être très bon, hein, ça doit être très bon. Surtout que vous avez vu récemment, il y a également quelqu'un comme Wise Pixel qui a fait une vidéo autour de comment dire comment dire vous savez le mince, comment on appelle ça, l'émulation. Il avait fait une vidéo sur l'émulation, Wise Pixel. Il avait parlé des problèmes des émulateurs, des processeurs, des Raspberry, des FPGA, etc. Et la solution ultime, des gens l'ont montré récemment, c'est pas le FPGA malheureusement. Ça coûte beaucoup trop cher et ça coûte pas non plus le prix qui s'était vendu 500 € à une époque, ça coûte pas ce prix-là à faire. Hein, ça, c'est complètement faux. Donc les gens qui sont fait malheureusement avoir avec cette légende urbaine Recalbox, FPGA, bah, je suis désolé pour vous, mais en un an les gars, vous avez perdu beaucoup de thunes, voire 2 ans, vous avez perdu beaucoup d'argent. On n'est pas sur on n'est pas sur une Neo Geo là. Investissez dans une Neo Geo, vous gagnerez plus d'argent, je pense. Après, ça dépend de quelle est votre passion, je ne sais pas. Voilà. Euh, Maintenant, pour trouver un méga CD à bon prix, tu peux te lever. Alors, oui, alors, c'est ça la question. Bah voilà, c'est ça la question. Aujourd'hui, les gars, qui en 2024 possède un méga CD2 en France? Qui possède un méga CD2 fonctionnel? Alors, est-ce que vous avez la chance d'avoir ce méga CD2 de votre côté? Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense sincèrement que dans vos collections, alors si vous voulez voir un méga CD en fin de vie qui est sous oxygène, vous allez à la boutique de Régis sur Paris. Il y a un méga CD qui est par terre sur de la moquette à côté de l'entrée. Ne marchez pas dessus, hein, mais voilà, celui qui veut l'acheter, bah, il saura qu'il y a plein de gens qui ont dédicacé la console en mettant un pied dessus. Le méga CD2, les gars, aujourd'hui,
Bah, je crois que c'est autour de 200 balles. Je sais pas si elle est transfo. C'est du plastique, hein. Pour ceux qui en ont vu un en vrai, le Mega CD2, c'est extrêmement léger, c'est fragile. Les connecteurs derrière, au niveau de l'alimentation, peuvent également sauter au niveau des soudures. C'est pas une console qui a des très grands jeux, mais c'est une console qui a des jeux meilleurs que également sur la Jaguar et la Super Graphics. Bon, alors peut-être pas la Jaguar, parce que derrière, Dorian et Delphat nous ont dit, et voilà, ça fera mal aux fans de Neo Geo. La Neo Geo, en fait, c'est pas la console la plus puissante en 93. La Neo Geo, si vous regardez les consoles sorties en 93 avec la 3DO et en 94 avec la Jaguar, vous allez vous rendre compte que la Neo Geo, au bout de 3 ans, est complètement dépassée, niveau puissance. Maintenant, le fait qu'ils vont rajouter des cartouches beaucoup plus puissantes et des composants au niveau des EPROM et des jeux beaucoup plus gros qui vont pouvoir également apparaître sur les cartouches, ça va permettre à la console en fait d'avoir cette illusion qu'elle est puissante. Mais au final, ça reste quand même une illusion comment dire, c'est un subterfuge, hein, voilà, de programmation qui va faire croire aux gens visuellement que la console est extrêmement capable de faire même du scrolling alors qu'elle n'en fait pas. C'est un déplacement de sprite avec également voilà, des effets de programmation dignes voilà, des plus grands studios de cinéma. Mais alors tu dis Jeff Retro, t'en as vu en boîte mais pas trop cher. C'est-à-dire, t'as vu un méga CD en boîte, mais bah dis-moi le prix. T'as un méga CD 1 UK multizone et un méga CD 2 FR. Bah bien, ça, bien. Les deux sont fonctionnels, mais t'as changé la lentille quand même. C'est-à-dire, t'as changé le bloc lentille ou t'as changé le moteur de la lentille. Ça aurait été intéressant de savoir. Euh, T'aurais kiffé un méga CD2 en ronce de noyer. Moi, je pense que par exemple, l'Atari 2600 avec voilà ce côté bois au devant de la console, c'est hyper classe. C'est voilà, c'est un peu les bagnoles qu'il y avait dans les années 80 aux États-Unis également, avec ce noyer là sur les tableaux de bord. Atari 2600, ça comment dire, ça connotait la puissance de l'arcade dans votre salon. Et en effet, s'il y avait eu ce côté noyé hein, sur la Neo Geo, bon, je sais pas où tu peux le mettre, parce que comme on disait dans l'émission sur la Neo, en fait, la console est extrêmement plate, voilà, au final, et longe la carte mère de la console. Il n'y a pas de, c'est juste un slot pour mettre avec une carrosserie pour mettre une cartouche. Au final, il n'y a pas du tout de forme spectaculaire comme sur la NES. Bah, pour les gens qui ont connu la NES dans les années 80, est-ce que vous savez par exemple pourquoi, je pense que Cousin Hubert et les autres vous le savez, est-ce que vous savez pourquoi en fait la NES avait cette forme cubique, carrée? Bah, tout simplement c'était parce que les Japonais s'étaient rendu compte que les Américains jouaient beaucoup en mangeant. Et c'est là qu'arrive le drame en fait, hein. Alors vous voyez les voitures des Américains avec tous les ports pour mettre, vous savez, la nourriture et les paniers dans les voitures américaines au début des années 2000 que nous on n'avait pas en France, ça arrivait chez nous après. Les ports pour mettre la boisson, également sur les côtés, comme au cinéma sur les sièges. La NES, les gens mangeaient et donc buvaient en posant leurs canettes, leurs bouteilles de bière. Et au Japon, ce qui s'était passé, c'est que souvent les consoles allaient en réparation parce que le liquide coulait à l'intérieur de la console quand il renversait, quand il faisait tomber de la bouffe. Et donc, aux États-Unis, Nintendo avait décidé de faire une console cubique pour justement poser en fait sa canette ou ses boissons ou sa bouffe sur la console. Voilà. Non mais c'est pas une blague, hein. Vous allez faire un tour sur les gens qui ont créé la forme de la NES aux USA, c'est ça en fait. Salut Alex, comment tu vas? Voilà, c'est Donny White, tu le confirmes, c'était pour éviter les accidents de bière chez les requins. Alors après la Super NES, vous avez vu, ils ont un peu peaufiné la structure en la faisant un peu plus rebondi, il y avait moins de place quand même pour... voilà.
Allez la péta chez Régis, le méga CD. Il est par terre. Il y en a un qui est par terre. Il est sur la moquette. Je pense que c'est un truc où tu mets de la bouffe pour les chats. Tu sais, s'il y a un chat qui vient, il peut manger dedans. Je sais pas, j'en sais rien. Alors, si en fait, moi j'avais une boutique rétro gaming, bah, je ferais des concepts où il y aurait des poissons rouges dans et une Neo Geo dans un aquarium. Ça rendrait fou les gens, tu vois. Ils se diraient, mais merde, putain, il a mis ou une jaguar. Tu mets une jaguar en boîte dans un terrarium avec tu sais, un serpent autour là ou un lézard. C'est fou. Il y a des trucs à faire. Je pense que les boutiques rétro n'ont pas encore imaginé, exploré tous les artifices de la vente en magasin. Euh, ouais, salut Alex57, tu passes en coupe-vent, le mec le moins ordonné de France. D'ailleurs, voilà, il a toujours pas officialisé les prix sur ses jeux en vitrine hein, et en étalage. Hein. Donc moi je lui souhaite vraiment qu'un jour il ait pas de contrôle à l'inspection du travail, mais sincèrement, pour moi, ce magasin, c'est une brocante avec des murs. T'as pas le droit de faire ça. Et en plus, tu changes le prix quand tu passes à la caisse. On n'a jamais vu ça. Régis, c'est pas qu'on t'aime ou on t'aime pas, c'est que c'est pas légal ce que tu fais. C'est tout. Y a pas de question d'aimer ou pas aimer. On n'a rien à faire de ça. C'est que t'as des bons jeux, tout ça, mais t'as pas le droit de faire ça. C'est tout. Voilà. Dans les commentaires, il répond aux gens en disant oui, mais il y a des gens, voilà, ils m'aiment pas, mais le concept c'est ça. Bah, le concept c'est pas ça la loi du commerce, ça n'existe pas. Tu vas pas chez Yves Rocher, tu vas pas chez Sephora, et quand on passe à la caisse, l'autre regarde les prix internet. Alors, oui, c'est de l'occasion, tu me diras, d'accord, mais c'est pas une brocante, t'es un professionnel. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit là? On va continuer après sur le... T'en as raté un cet été en brocante avec une dizaine de jeux en boîte, 200 balles. Un méga CD, je suis arrivé 30 secondes trop tard, X-Ray, le mec embarquait le lot sûrement pour la revente. Ah ouais, donc t'as changé le bloc lentille méga CD 2. D'accord, avec AliExpress ou un truc comme ça, non? Alors, cousin Hubert, tu dis, quasi toutes les TV haut de gamme aux USA jusqu'à la fin des années 90 étaient en finition bois. Ah, elle devait être super lourde alors par contre. Hein. C'est-à-dire que tu avais la porte qui s'ouvrait sur le côté, où tu avais la clé pour changer les chaînes et tout ça. C'était finition noyer ou liège, peut-être en liège aussi, je sais pas. Le liège, c'est léger. Ça peut être intéressant également de faire ça. Tu peux jouer aux fléchettes. Jouer aux fléchettes sur ta télé, bon voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit bah on a tout dit, voilà. Yordax, t'as failli en avoir un il y a 20 ans, ouais. Bah, il y a 20 ans, de toute façon, ça intéressait qui? Ça intéressait personne, il n'y avait pas YouTube. Bah ouais, mais les gars, vous aimez les consoles parce que des mecs en parlent. C'est tout. Voilà. C'est parce que, en fait, ça n'a pas d'intérêt d'avoir une console si personne n'en parle. C'est un peu ça le monde du rétro. Alors regardez, là, tout sur le Mega CD2 qui sort. Alors, est-ce que c'est la date? Je crois que c'est la date, c'est septembre 93. Il y a une édition spéciale dans Mega Force de septembre 93 où, bah voilà, je vous mets le sommaire. On a dans ce magazine donc quelques photos des premiers jeux qui vont arriver sur la console. Et bah, c'est assez intéressant de voir que c'est pas des jeux hyper impressionnants. Il y a beaucoup de FMV. Alors des gens diront également dans le futur, après que la console soit sortie, genre une dizaine d'années plus tard, que c'était pas du vrai full motion vidéo. Parce que tout simplement, l'encadré au niveau de la vidéo était collé au milieu de l'écran et était largement plus petit que les FMV. Cousin Hubert, voilà, je sais pas si tu peux confirmer, tu me diras. Ouais, en plus tu pouvais mettre un PVM dans la flotte, ouais. Il y a des concepts à faire dans les boutiques rétro. T'as un méga CD aussi, pas sûr qu'il fonctionne encore, pas allumé depuis quelques années. Bah, c'est un peu...
C'est un peu le problème, mais même, je veux dire, chacun dans votre collection, vous avez beaucoup de choses que vous avez peut-être pas allumées depuis un moment, qui sont dans le même cas qu'un méga CD que vous avez allumé il y a 7 ans peut-être, hein. Alors, dans les jeux, je sais pas, on va regarder s'il y a tous ces jeux-là qui sont dans le lancement du Mega CD. Enfin, c'est pas un lancement, parce qu'au final, c'est une remasterisation du Mega CD 1, pour des coûts de production moindres du côté de chez Sega. On a le zapping des jeux avec par exemple Final Fight, on a In Excess, c'est une compile musicale où vous vous amusez à faire des clips vidéo. On a le Jaguar X20, enfin non, c'est un jeu de course de voiture, Jaguar X20. C'est un peu comme Lotus Turbo, mais que avec des Jaguars. Je crois que c'est ça, hein. Il y a Wolfchild, qui existe sur Mega Drive également. Thunderhawk, je crois que c'est un jeu d'hélicoptère, faudra que je revoie, mais c'est un jeu d'hélico. Sherlock Holmes 1 et 2, Robot à l'Est, Afterburner 3, Prince of Persia, qui est vraiment très bon, malgré que... Alors le problème, voilà, sur le Mega CD, le 1 comme le 2, le problème, ce sont les couleurs. Ce sont les couleurs de la Mega Drive, c'est-à-dire il n'y a pas énormément de variété au niveau de certaines couleurs, les dégradés, du coup, vont être moins impressionnants. Il n'y a pas trop de couleurs pastel, c'est assez terne, assez agressif. Bon voilà, les gens qui connaissent également. Moi je pense que si on veut bien symboliser en fait l'époque de la Mega Drive, il y a deux jeux distincts, deux types de jeux distincts. Il y a par exemple Batman Returns ou Shakan. Vous voyez graphiquement comment c'est, il y a une petite photo là où on voit le genre de graphisme, voilà, un peu terne que vous voyez ici là. D'ailleurs, c'est peut-être Batman Returns en plus, tiens, mais je te parle de ça en plus, regarde. Je crois que c'est Batman Returns, il y a le pingouin. Vous avez deux genres de graphismes. Vous avez les graphismes Batman Returns et vous avez les graphismes qui arriveront plus tard, ou même qui étaient légèrement déjà avant, comme Quackshot Castle of Illusion, qui sont un peu plus colorés. Il y a Wonder Boy qui est assez coloré également au Japon. Il y a également des jeux comme Gunstar Heroes qui sont assez beaux visuellement. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de voir un peu rapidement dans ma collecte. Ouais, bon. World of Illusion, tout ça. Bon, c'est pas. Je pense qu'il n'y a aucun jeu Mega Drive, mis à part peut-être certains titres sur la fin où on maîtrisait graphiquement vraiment la console, qui pouvait rivaliser avec les couleurs d'un Super Mario World, même en 90, sur la Super Famicom. Et là, on est en 93, et le Mega CD est là, et rien ne change au niveau de la qualité vidéo, au niveau des couleurs. Donc c'est dur. C'est dur, et c'est pour ça également que malheureusement, vous avez eu beaucoup de jeux qui étaient déjà sortis sur Mega Drive, qui graphiquement ne changent pas sur le Mega CD, parce qu'au final c'est le support qui change, le chargement, et puis également les musiques. Mais graphiquement, vous allez avoir le même jeu. Après, on pourra rajouter des sonorités. Voilà, vous aurez des effets spéciaux en plus, des menus en plus, des séquences FMV en plus, mais graphiquement, le jeu sera le même que sur la Mega Drive. Il y a plein d'exemples. Il y a un jeu de catch avec Rage in the Cage, je crois. Il y a un HL. Il y a bah là vous avez, je crois qu'il y a Lisa l'Enforcer. Il y a d'autres trucs comme ça. Graphiquement, c'est de la Mega Drive avec simplement plus de capacité sur le CD pour un jeu un peu plus long et plus complet, on va dire. Alors tu dis, salut Frank Kaufman, ouais. T'as aimé Microcosm, Sylphid, Road Avenger. Road Avenger, il est pas mal, hein. Mais c'est du... Voilà, c'est de l'animé. C'est un peu comme Dragon Slayer, mais beaucoup plus impressionnant et plus complet, on va dire. Parce que Dragon Slayer, vous avez une demi-seconde pour appuyer à droite ou à gauche. Autant regarder le dessin animé d'une traite ou regarder Taram et le chaudron magique ou des dessins animés comme ça de Disney, vous passerez un meilleur moment. Dragon Slayer, les gars, j'ai failli l'acheter sur 3DO. J'ai fait non, je l'achète pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais payer le jeu 45 euros au Japon ou aux États-Unis. C'est impossible à jouer. Impossible à jouer. Donc,
Sylphid, très bon shoot'em up en effet. Sonic CD. Voilà, on va regarder ça de près. Après, vous avez regardé Lisa l'Enforcer. Attention, là, c'est les graphismes aussi. Enfin, c'est la version arcade. Par contre, avec les vidéos digitalisées de la version arcade. Alors que sur Mega Drive, ils ont essayé de faire des graphismes. Ils n'ont pas pu reprendre les séquences vidéo. C'est comme... je crois que c'est Sewer Shark, où vous êtes un requin dans les égouts. Et vous tirez sur des... En fait, c'est une séquence vidéo et les sprites, en fait, s'affichent en temps réel. Mais au final, le fond, le décor, n'existe pas. C'est une vidéo qui tourne. Voilà, c'est encore une illusion d'optique. Autant jouer sur Vectrex. Hein, non, mais voilà, vous avez compris l'idée. T'as aimé Microcosme? Microcosme sur 3DO, je l'ai. Ouais. Voilà, FMV, cousin Hubert, tu confirmes, c'est plein écran et 24 FPS. C'est vrai que là, on était plus proche, à la limite, des 15 images par seconde ou des 20 images par seconde, mais 24, ouais, je sais pas, faut. Après, je pense qu'avec vos ordinateurs, le problème qu'il y a quand vous mettez aujourd'hui une vidéo autour d'un émulateur Mega CD, c'est souvent l'erreur que font également les gens avec la version Super Famicom d'Aladin qui a été refaite au niveau de la ROM par les fans. Ils ont enlevé tous les ralentissements en fait d'Aladin Super Famicom. Alors que le jeu ralentit énormément, par exemple au boss de fin et dans certains niveaux des sables, etc. Et le problème de... mince, on disait quoi? Oui, les FMV. Le problème des FMV, c'est qu'elles vont être extrêmement fluides sur votre PC d'aujourd'hui, mais vous allez passer les mêmes FMV sur la console d'origine, vous n'aurez pas le même débit au niveau de la vidéo. Thunderhawk avec la voix de Stallone en français. Alors Thunderhawk, faudra vraiment que je vois ce que c'est le jeu d'hélico, hein, c'est ça. Alors Sewer Shark, je t'avais rien compris, mais je pense qu'il y a Sewer Shark, il n'y a rien à comprendre. C'est un titre en fait où t'es un requin dans les égouts, c'est un concept. C'est comme Peur Bleu, Deep Blue Sea, là, le film que vous avez vu avec Samuel Jackson autour des années 2003, où il y a un requin, c'est un prototype au niveau... comment dire, avec les scientifiques qui veulent en faire une arme de guerre, et en fait le requin se retourne contre eux. C'est un peu l'idée. Mais bon... Chris Cross. Alors, on fait un salut et un coucou à Chris Cross, hein, qui a malheureusement été sexuellement agressé par Puff Daddy. Salut à vous les gars. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir dans la musique? C'est un peu comme dans le rétro, hein. Faut un peu se prostituer, tu sais, pour faire des featuring avec des gens connus, et puis tu passes à l'étape suivante. Après, tu rencontres Puff Daddy, voilà, il te met un petit coup, et puis du coup, t'as 300 000 abonnés, voilà, ça se passe bien. NHL, t'avais eu un jeu de tir en FMV à la Geek Days, t'as bien rigolé, c'est vieillot, mais pas mal. Ah. Alors, ouais, on fait un petit coucou également là, à Vincent. Samedi prochain, si les gens vous êtes sur Paris, moi je serai pas là, mais allez sur Paris samedi, il y a Conquerax qui va passer à la boutique de Vincent. Voir les gens, faire des animations pour les enfants, il y aura un centre aéré, il y aura des coloriages, tout ça. Faites-vous plaisir. Non mais on plaisante, mais si vous êtes si vous êtes fan de Conquerax, il y aura une petite séance de dédicace et des jeux avec lui, ça peut être marrant, voilà, pour les gens qui aiment bien la personne. Euh, Alors après, Robo Alès, Soulstar. Salut Zone 51, comment tu vas? Slam City. Ah oui, avec Scottie Pippen, ouais. Ils ont ramassé la savonnette, Chris Cross, ouais. Dommage qu'il n'existe pas un DBZ sur Mega CD. On a eu droit à un Ranma 1.5 en mode jeu de rôle et Captain Tsubasa, ouais. Jermaine Dupri avant. Ouais. Ça serait qui le Puff Daddy du rétro parce que, à mon avis, bon. C'est. Voilà. Donc là, on continue sur l'édito. Alors, il y a également. Comment elle s'appelle? Dana.
comment elle s'appelle, Dana Delano, ou je sais plus comment elle s'appelle. La fille qui jouait dans Arnold et Willy, qui a mal fini également. Elle était dans Night Trap. Alors on va trouver. Je suis sûr que Alex57, tu sais comment elle s'appelle. Tu sais comment elle s'appelle. Pour le Bernard Madoff du rétro, on peut citer Fonzie. Voilà, la pyramide de Ponzi. Des gens croient toujours que Fonzie, en fait, va fournir Paprium aux gens qui ne l'ont pas eu. Voilà. Dana Plateau, voilà, exactement. Merci à toi. Tu vois, j'en étais sûr que tu le savais, Alex. Je sais pas pourquoi, mais je savais que tu savais. Fan de Conquerax, des jeux avec lui, non merci. Ouais, mais Rix, toi, t'es un ancien, t'es un ancien. T'es pas le public. T'es pas le public. Il faut aimer les boîtes surprises. Si tu aimes les boîtes surprises, les cadeaux mystères, les trucs qu'on t'envoie gratuitement et on te fait croire, on te fait rêver que c'est de la magie, là, tu peux être fan. Tu vois, c'est. Réfléchis. T'as pas compris le concept en fait. Alors, Dana Plateau, Afterburner. Moi, je me souviens que Afterburner 3, au niveau de la jaquette, il me faisait bien kiffer. C'était un. J'aurais voulu, parce que quand tu vois les bornes d'arcade Afterburner, tu te dis que l'Afterburner Mega CD, il peut être impressionnant. Et j'avais envie d'y jouer, ouais. Prince of Persia, c'est un titre qui m'intéressait et encore aujourd'hui parce que musicalement il est exceptionnel, mais graphiquement, c'est de la Mega Drive. Voilà, c'est ça le problème. Alors, si vous voulez, on peut lire rapidement ce qu'il y avait marqué. Hein. Megaforce est heureux de vous offrir ce magazine gratuit de 48 pages parce que c'était un supplément dans le Megaforce de septembre 93 où vous pouviez avoir donc ce petit supplément sur le Mega CD. Alors, je vous le mets là, voilà. Alors, la plupart des jeux disponibles en France au format CD qui vont sortir jusqu'à Noël 93, vous allez faire connaissance avec le Mega CD. Ce périphérique qui, une fois connecté sur votre console Mega Drive, va vous transporter dans une nouvelle dimension ludique, la dimension laser, avec des titres beaucoup plus riches, des bandes son de qualité CD et des animations jamais vues auparavant. Alors ce sont les mêmes animations, hein. C'est la technologie Mega Drive, il n'y a rien du tout de... Voilà. Avec des titres beaucoup plus riches... Pardon. Les jeux deviennent de véritables films interactifs plus proches de la réalité. Alors d'ailleurs, je suis très étonné qu'ils aient pas sorti des trucs, des productions un peu plus interactives, genre ce qu'on a eu sur le Philips CDI. Ça aurait été marrant de voir un jeu de tennis, ça aurait été marrant de voir également, je sais pas moi, un quiz, un jeu convivial, un espèce de Cluedo interactif façon Night Trap. Le support interactif n'a pas été exploité. Au final, on nous a refait des jeux Mega Drive qui n'apportaient rien. Le format CD-ROM ne s'est pas justifié là. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Neo Geo à un moment donné. Hein. La Neo Geo qui n'était pas capable, attention, hein, de passer des FMV, mais SNK est passé à la Neo Geo CDZ parce que l'époque voulait que justement on passe au CD-ROM. Ils y sont essayés, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Voilà. Mais il existe parfois une grande différence entre un jeu sur cartouche et un jeu CD. Il sera donc important de remarquer que si nous n'avons pas modifié notre système de notation, il prend ici en compte le support spécifique CD. Par exemple, l'appréciation de la bande sonore d'un jeu en cartouche n'est pas comparable au sublime mélopée des jeux CD. Tout comme nous tenons compte des capacités supérieures d'animation du Mega CD qui ne peuvent pas utiliser les jeux au format cartouche. Ça n'a aucun rapport ce qu'il raconte, ça n'a absolument aucune incidence. Le magazine Megaforce inclura désormais chaque mois une rubrique Mega CD dans sa pagination pour vous présenter tous les nouveaux titres d'Erdi. Enfin bon bref. Voilà. Après, pour ce qui est du Mega CD 2, regardez les gars, offrez à votre Mega Drive la technologie laser. Parce qu'au final, c'est ça qu'on vous offre. C'est une Mega Drive avec un lecteur CD. C'est tout. Et là où, en fait,
Sega est has-been, parce que là, je rends hommage à NEC et à la PC Engine. Sega est complètement has-been parce que des années avant, le CD-ROM NEC est sorti. Sega est extrêmement en retard pour apporter son lecteur CD sur le marché. Et en plus de ça, le Mega CD2, c'est pas demandé par les joueurs. Et Sega va s'en rendre compte assez rapidement parce qu'ils vont passer également à la Saturn. Donc ça c'est... Il faut dire que entre le Mega CD2 qui arrive en France et la Saturn, vous savez combien il y a de temps? Il y a environ un an. Il y a environ un an entre la sortie au Japon de la Saturn et la sortie en France du Mega CD2. Un peu plus d'un an, voilà. C'est très très court, c'est-à-dire que, est-ce que vous, pendant un an, vous allez investir une somme dans votre budget pour vous payer le Mega CD2 et ne pas attendre une Saturn? Alors la Saturn n'est pas annoncée tout de suite. La Saturn vient parce que le Mega CD2 est un échec également. Parce que par rapport à une 3DO qui est en 93 et par rapport à la Jaguar qui va arriver l'année prochaine, le Mega CD, il est complètement largué, parce que ce sont des jeux Mega Drive avec une bande sonore et des FMV sur CD, tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec l'Amiga 1200, c'est ça. Et là où Atari, ils ont été extrêmement intelligents, c'est que Atari n'ont jamais sorti de lecteur CD-ROM pour l'Atari ST, ni fait une console CD autour de l'Atari ST. À une certaine période, Amstrad avait voulu sortir la GX 4000 pour concurrencer les consoles en cartouche, en faisant un Amstrad 6128 Plus avec simplement le lecteur cartouche. Ça a été un échec cuisant, et au final, ça a complètement coulé comment dire, pas l'hégémonie, mais ça a coulé en fait la hype que les gens avaient autour d'Amstrad. Alors Amstrad n'a pas fait faillite à cause de la GX 4000. Amstrad vendait des composants ordinateurs, donc ça a bien marché au niveau financier pour eux. Mais Sega s'est obstiné à sortir des machines qui étaient à chaque fois légèrement en retard au niveau technologique de ce qui se faisait. Je pense qu'ils espéraient également à chaque fois payer les composants moins chers. Au final, Sony les a détruits. Parce que c'est pas forcément Nintendo avec qui ils étaient en concurrence. Ils étaient en concurrence avec Sony à partir de décembre 94, qui leur a fait un finishing terrible avec la PlayStation 1. On reviendra pas sur les histoires de prix, etc. Parce qu'au final, une Saturn au lancement, qui comprenait les accessoires de manette et la memory card, coûtait aussi cher qu'une PS1 qui coûtait 299$, sans rien. Voilà, il fallait acheter une memory card, il fallait acheter une deuxième manette, il fallait acheter une prise RGB. La PlayStation 1, elle a plein de désavantages au lancement pour les consommateurs. Et en fait, Sony met dans la tête des gens qu'il faut acheter les choses pour accéder en fait à une certaine puissance, une certaine renommée. En tant que gamer, si tu veux le confort de gamer, il faut acheter tous les accessoires Sony. C'est ce qu'ils avaient mis en valeur sur les packaging. Mais pour accéder en fait à la technologie PlayStation, il fallait simplement acheter la console. C'est ça qui a plu aux joueurs aussi à un moment donné. Sega n'a jamais su faire ça. Sega a toujours imposé en fait des packs complets énormes, extrêmement chers. Et ça, quand t'es gamin, t'as 15-16 ans, tu dois débourser d'un coup 4000 francs, 3000 francs, etc. Ou même 2000 francs en lancement, pratiquement, pour t'acheter la Mega Drive 1 avec une manette, aucun jeu. 1890 francs, aucun jeu, la console et qu'une manette, il faut encore acheter le jeu derrière, etc. Enfin, c'est extrêmement... Sega, en fait, ils vendaient l'accès à l'arcade dans ton salon. C'était ça leur façon de voir les choses. Mais il n'y avait pas le souci de savoir si le client allait s'abonner et adhérer en fait à ta psychologie de vente. Le client, quand il achetait une Mega Drive, il voyait l'arcade. C'est ça qui le faisait acheter une Mega Drive. Il achetait pas la console pour la console, il achetait la console pour accéder aux jeux Sega d'arcade. C'est ça qu'il faut voir.
Après, dites-moi si vous êtes d'accord, mais moi, dans mes souvenirs, voilà, étant gamin et tout ce que j'ai lu avec la presse, etc., c'était ça la philosophie de Sega. On vous vendait l'accès à une technologie dans des packs complets. Et encore une fois, le méga CD, c'est extrêmement cher. Voilà. Euh, alors, vous disiez les gars, Wolfchild, le pire jeu que t'as essayé, faut aimer les jeux avec lui. Ok. Les CD Neo, c'était pour réduire les prix des jeux. Oui, aussi, je suis d'accord. C'est une autre technologie après. Mais les jeux coûtaient moins cher du coup. La Saturn coûtait très cher pour ceux qui voulaient toujours garder leur Mega Drive, c'était une option valable. Bah, le problème, c'est qu'en 95, tu vois, quand la Saturn elle arrive chez nous, le problème, c'est que la Mega Drive, il y a plein de gens qui pensent la revendre pour s'acheter une PlayStation. Et je me souviens pas que les gens gardaient à la fois deux consoles Sega dans leur salon. C'est-à-dire les gens qui avaient la Mega Drive n'avaient plus de Master System et les gens qui avaient une Saturn n'avaient plus de Mega Drive. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à votre expérience. Moi de mon côté, c'est ce que j'ai vu dans, vous savez, l'expérience autour de moi. Voilà. Alors, attendez. Surtout la fiabilité de la PlayStation 1, ouais, bah elle était terrible. Hein, enfin, c'était pas génial. Hein, c'était pas génial. La Saturn, c'est pas une bête de combat la Saturn, mais c'est une console beaucoup plus fiable que la PlayStation, ça on est d'accord. Alors on va continuer sur la. On va lire un peu ce qu'ils avaient raconté les gars. Oui, ça y est, nous y sommes. Le Mega CD2 est là, désormais disponible partout en France. Devant une telle révolution vidéoludique, nous pouvions rester sans rien faire. Alors, restez bien accrochés. Qu'est-ce qu'un CD-ROM? Ah ça c'est génial parce qu'il nous explique ce que c'est un CD-ROM. Parce que le CD-ROM, bon, quand même, depuis 3 ans et demi, tu sais ce que c'est. T'as déjà vu une NEC avec l'accord graphique, c'est le lecteur CD, etc. Enfin bon, même la PC Engine avec l'interface unit, t'as déjà vu ça. Capacité de stockage fantastique, 550 mégas, soit une capacité 500 fois supérieure à celle d'une cartouche de 4 mégas. À titre de comparaison, la taille mémoire de Jungle Strike, qui est la plus grosse cartouche actuellement disponible, est de 16 mégas soit 2 mégaoctets. 16 mégabits, ouais. Alors faut pas confondre les mégabits et les mégaoctets, ils vont pas être contents les gens. Le calcul est facile. Sur un disque laser, il est possible de programmer un Jungle Strike qui serait 225 fois plus riche. Ça, encore une fois, c'est sur le papier. Parce que ce qui se passe à l'arrivée, c'est que il n'y a aucun jeu qui a été programmé pour mettre autant de données au lancement du Mega CD. C'est toujours le problème des consoles de lancement, faut avoir un jeu. La 32X vraiment sympa, dommage, manque de titres. C'est plus la 32X qui crée la confusion avec la Saturn, ouais. Bah, la 32X, vu qu'il y avait 4 ou 5 jeux, la confusion, elle était pas forcément faite, quoi. Je pense que les gens savaient que la 32X, t'avais les cartouches. Il n'y avait pas de confusion, Franck, hein, je crois pas. Hein. La Saturn, c'est quand même un lecteur CD. Hein. Alors, Jeff Retro, toi, t'as acheté ta Mega Drive pour Sonic. D'accord, par rapport à quoi, je disais quoi? Le Mega CD a jamais vraiment marché en France, contrairement à d'autres pays comme en Angleterre, et le modèle 1 est sorti également. Oui, parce que, comme je disais au début du live, on n'a pas eu de Mega CD 1, donc il n'a pas marché en France par défaut. Ton premier Mega CD 1, 2, ton premier Mega CD 2 acheté d'occasion à 1350 francs quelques mois après la sortie. Ah, c'était extrêmement cher. Hein. Rien que d'occasion, extrêmement cher. Hein. La PlayStation, fallait la mettre sur le côté, oui, avec le moteur, avec la gravité. Tu mettais le moteur à l'envers, ça soulageait le poids du moteur et ça tournait mieux.
Parce que c'était les moteurs qui étaient défectueux des blocs lentiers. 80% du CD est occupé par des vidéos, c'est ça. Et pas par le jeu en lui-même. T'as tout résumé, c'est ça, Heartwood, exactement. Une architecture construite autour du processeur 68000, qui est un peu partout d'ailleurs. Il coordonne toutes les opérations de la machine et traite les données du CD-ROM. Donc on a un processeur Mega Drive qui s'occupe de tout ça, cadencé à 7,5 MHz. Voilà. Comme la Mega Drive, ça va pas plus vite. Donc vous n'aurez pas des animations plus rapides. Vous aurez exactement la même chose. Par contre, les FMV, enfin entre guillemets FMV, il va falloir que il y ait un peu plus de débit pour que ça tourne. Donc le Mega CD2 est cadencé à 12,5. Mais qui est-ce qui gère la partie jeu? C'est la Mega Drive. Voilà. C'est un problème également, voilà, de structure. Voilà, les vrais dessins animés avec Road Avenger. Road Avenger qui est un jeu qui n'a jamais pris de valeur pendant des années au niveau du rétro gaming, qui stagne autour de 10 balles. 10 balles, 15 balles à Road Avenger, voilà. Bon après, salut Dédé le bon, salut Maldred. Bon après, si vous êtes quelqu'un qui voulait une spin card ou des conneries comme ça, bon je suis pas certain que sur Mega CD il y ait une spin card ou... dites-moi, il y en a peut-être une, hein. Ou une register card, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Bon, c'est un jeu à 15 balles, point final, voilà. Alors voilà, vous voyez la structure interne, c'est quand même une carcasse assez vide. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est un bloc optique avec un moteur et puis lecteur CD, voilà, ça n'a rien de spécial. Voilà. La plaque de fer, on peut distinguer tout le système de lecteur laser, une technologie de pointe au service du jeu, c'est vraiment une super bonne idée. Alors sur PC, ils feront également voilà, des lecteurs CD assez rapidement, hein, pour les ordis d'époque. Et vous aurez des jeux CD-ROM qui vont arriver sur PC qui seront beaucoup plus intéressants. L'écran de contrôle du Mega CD vous permettra d'écouter vos CD audio avec toutes les fonctionnalités d'un lecteur CD évolué. Alors l'aspect digital du lecteur CD, comme ça en vidéo, ça avait un côté futuriste, hein, quand même. C'était vraiment pas mal, hein, pour l'époque. Hein. Mais les gens, voilà, quand t'as une chaîne IFI, tu vas pas allumer ton Mega CD, ta Mega Drive pour écouter un CD audio. T'as compris le délire. Personne ne fait ça. Avec 2 transfos et tout le bordel. Non. Alors, à titre de comparaison, une cartouche ne peut intégrer qu'environ 15 secondes d'image. Voilà, comme on le disait au début. Et là, voilà. Alors, on pourra également intégrer sur un laser de jeu plus d'1 heure d'animation vidéo à 15 images par seconde. Tu vois, cousin Hubert, tout à l'heure, je te disais, ça devait tourner entre 15 et 20 images par seconde. Et là, tu vois, bah c'est 15. C'est encore pire qu'on pensait. Salut Florian Leroux. Ouais. C'est encore pire qu'on pensait. C'est-à-dire que l'histoire du FMV qui a été véhiculée par des journalistes à l'époque n'existe pas ni dans les images par seconde, ni dans le plein écran. Donc c'est les ébauches, on va dire, hein, de l'aspect qu'aura les FMV plus tard. Voilà. Ouais, par rapport à l'arcade, t'as acheté une Mega Drive pour Sonic 1 en juin 91 par rapport à l'arcade. Voilà. Ouais, 15 images par seconde, c'est déjà énorme, tu trouves, cousin? Bah pour l'époque, est-ce que le lecteur, dis-moi, toi qui es spécialiste de Core Duo, lecteur CD-ROM 2, Core Graphics, voilà. Dis-moi si certains jeux PC Engine avec le format CD enchaînaient les vidéos à plus de 15 images par seconde sur certaines vidéos, je ne sais pas. Sur 3DO, je pense qu'on est au-dessus. Tu vois, en 93, je pense qu'on est au-dessus. Sur la technologie 3DO. Donc je pense que le format un peu en retard, un peu has-been que Sega nous a présenté avait déjà des désavantages au niveau technologique à la sortie.
Mais attention, voilà, le Mega CD 1 que nous on n'a pas connu. Là je parle pour les gens en France qui voulaient peut-être se l'acheter le 2. Voilà. Alors ça c'est quoi cette histoire? Alors Sinclair qui était un chanteur à l'époque, qui, je sais pas s'ils l'ont envie, j'en sais rien, je pense qu'il doit toujours être là, mais on offrait un mini CD audio pour écouter avec Megaforce. Ils auraient pu filer un CD démo, hein, les CD audio, les gars. Stellar Fire de LucasArts. Alors LucasArts, hein, la société de George Lucas, aurait pu faire un Star Wars, ça aurait eu de la gueule, hein, pour donc le méga CD. Voilà. Dans une galaxie lointaine, un peuple aura besoin de vos talents de pilote au bord de votre vaisseau spatial, donc vous devrez détruire les méchants, voilà, sauver les bons. Bon, ils ont aucune info, hein. Non mais, tu vois, Rix, ça c'est les infos que t'aimes bien, c'est vous êtes un petit bonhomme dans la forêt, vous devez sauter sur des pommes, ou je sais pas quoi, voilà, c'est ça, Ça c'est le genre d'encart qu'il y avait en fait dans les magazines joystick, console plus, sur des mini-tests de jeux. Et c'est ça que j'aime pas dans les anthologies Geekline. Même s'ils sont très bons au niveau du hardware, je n'aime pas justement ces petits encarts où on nous raconte rien. C'est pour ça que dans l'anthologie PS2, j'ai l'impression qu'ils vont faire un truc beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui vont l'acheter, voilà. Alors, ce jeu n'est pas officiellement encore annoncé. Alors, est-ce que vous savez si Stellar Fire est finalement sorti ou pas, les gars? Il y a le HU vidéo sur PC Engine qui permet dans le jeu Gulliver Boy d'avoir des belles vidéos en 15 FPS en moitié d'écran, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc il y a peut-être un peu d'upscale également sur l'écran pour que ça soit en plein écran, et en fait c'est une moitié d'écran peut-être. C'est des subterfuges de... Voilà. Il y a sûrement de l'upscale, hein, oui, pour que ça soit en plein écran à certains moments. Les Shenifi coûtaient encore entre 3000 et 4000 francs. Non. Non, Dédé le bon, non, je te promets, non. Je te promets, ça coûtait pas ce prix-là. Parce que même moi j'en ai acheté une, ça coûtait pas ce prix-là. Tu pouvais avoir des Shenifi pour... non, ça... Pour moins de 1000 francs, t'avais une Shenifi. Il y en avait. Largement. Alors par contre, les Shenifi Amstrad qui étaient vendus dans certains Conforama ou je sais pas quoi, il y avait des grosses Shenifi avec des grandes baffes et puis qui coûtaient extrêmement cher. Il y en avait. Mais il y en avait qui coûtaient vraiment pas cher. Moi par exemple, je te donne un exemple. J'ai gardé également ma mini Shenifi Aiwa où j'ai réparé les lecteurs CD. J'ai réparé également les lectures, les têtes de lecture où j'ai vraiment nettoyé à mort tout ce que je pouvais les têtes de lecture des cassettes. Ils marchent bien. Et c'est 96, c'est une mini Shenifi Aiwa de 96. J'ai une enceinte, malheureusement j'ai perdu une troisième voix au niveau des... Il y a les aigus, les graves et les basses. Et je sais plus lequel j'ai, je crois que j'ai perdu les graves ou un truc comme ça, faut que j'ouvre en fait l'enceinte. Mais en 93 j'en avais une autre, ma soeur en avait une aussi, ça envoyait quand même du lourd, hein, je peux te dire, enfin... Sincèrement, pour l'époque, à chaque fois les parents disaient vous pouvez baisser le son, il y en a marre, tout ça. Enfin, ça envoyait quand même du lourd. Hein. Ma soeur, elle avait une ma soeur avait une Shenifi. J'en avais une dans ma chambre aussi. Et c'était arrivé juste après, vous savez, les grands postes, qu'on transportait, vous savez, avec les enceintes pour écouter les sons. Il y avait déjà ça. Pour moins de 150 €, il y en avait facile. Et je crois que les premières Shenifi, les premiers prix, c'était 200 €, 1300 francs, 1400 francs, un truc comme ça, tu vois. Mais, enfin bref, après... non, le Mega CD en 93, bon, c'est cher. Voilà. La 3DO, c'est différent, elle pouvait faire du full screen 24 FPS, voilà. C'est pour ça que...
tu vois, euh, Sega a sorti le Mega CD2 beaucoup trop tard pour la France. C'était déjà terminé la hype. Il y a également Dune de Virgin Interactive. Alors Virgin Interactive, c'est le studio à l'époque où travaillait David Perry également, qui avait travaillé sur Cool Spot, Aladdin, Terminator, Le Livre de la Jungle, avec Disney, etc. Et Virgin, en fait, avait récupéré les droits de Dune, où il y avait déjà eu un jeu de stratégie sur Mega Drive. Alors, je ne sais pas s'il arrivait au même moment ou légèrement après. Dune 2, là. Et voilà, on propose un... Alors là, par exemple, il sera distribué en octobre ou novembre prochain. Voilà, Dune. On va voir tout de suite s'il y avait autre chose. Alors ça, c'est vraiment dommage. Ça, franchement, les gars, ça aurait été génial. C'est-à-dire que voir Indiana Jones Fate of Atlantis arriver sur Mega CD, ah ça m'aurait fait acheter je vous promets, hein, ça m'aurait fait acheter en fait le Mega CD à l'époque. Parce qu'il fallait avoir soit un Amiga, il y avait combien de disquettes, vous rappelez combien il fallait de disquettes, Rix ou Cousin Hubert, que vous avez eu l'Atari Amiga? Je crois qu'il y avait 8 ou 10 disquettes. Voilà, je crois qu'il y avait beaucoup de disquettes. Hein. Il y a des jeux CD32X qui permettent de jouer à Night Trap en haute résolution. Ouais, c'est intéressant. Ouais, Wiredax, ouais. Qualité médiocre, la chaîne IFI Amstrad. À l'époque, c'était 4000 ou 5000 francs, toute première, hein, 88, 89, Amstrad qui faisait des chaînes IFI, c'était super cher. Salut l'équipe. Salut Neymad, t'as eu pour ta part le Mega CD2. D'accord. C'était pas 14 par rapport à quoi, Yordax? 14 disquettes. T'as peut-être raison. Il y avait peut-être entre 12 et 4. Ben, moi je pense qu'il y avait 12 disquettes. Parce que j'ai vu des gens, vous savez, vendre en fait sur eBay Fate of Atlantis sur Amiga. Je crois qu'il y a 10 ou 12 disquettes. C'est énorme. Donc, mais c'est par section. Plus vous avancez dans le jeu et vous changez de disquette. Faut pas mettre toutes les disquettes en même temps à chaque fois pour charger. Non, c'est pas ça. Alors, Indiana Jones, voilà. S'il était sorti, ça. Aïe aïe aïe. Il y a également le Dracula Bram Stoker, fait par Psygnosis. Bah, je sais pas si c'est la version donc qui est arrivée sur la. Je sais pas si c'est la même version que Lynx ou la version également qu'il y avait eu. Faudrait revoir les jeux qui sont vraiment sortis, les jeux qui sont pas sortis. Ça serait intéressant. Le pire, c'est que là, en fait, ils vous mettent des screenshots, les gars, des versions Amiga. C'est pas des screenshots, en fait, comment dire, la version Mega CD, hein, je crois pas. Hein. Voilà. Le jeu est annoncé par Sega France début année 94. Alors, confirmez-moi s'il est sorti ou pas, mais pour moi, il est jamais sorti, Fate of Atlantis sur Mega CD. Sinon, je pense que ça aura déjà fait parler au niveau des cotes de jeux rétro gaming sur eBay. Hein. Voilà. Et puis, Dracula, voilà. Qui ressemble pas mal à une espèce de version Lynx améliorée. Et c'est dommage parce que sur Lynx, le jeu devait sortir dans un format beaucoup plus gros. Et ils ont dû raccourcir le jeu parce qu'il rentrait pas sur la mini-carte pour l'Atari Lynx. C'est vraiment dommage. Alors, animation, Final Fight, maniabilité, graphisme, les sprites et les décors de l'arcade sur Mega CD. Maniabilité. Ah oui, mais en fait, ils mettent pas de notes, ils mettent, vous savez, les petits personnages, là. On voit rien, le mec, il saute pas, on sait pas ce qu'il a, et c'est bien, c'est pas bien. Il lève une jambe, il lève pas de jambe, il lève les bras, 15 sur 20, Non, mais ça, c'est l'escroquerie de Megaforce à l'époque. Est-ce que vous étiez fan, les gars, quand vous étiez gamin, de Megaforce? C'est-à-dire que Megaforce, quand vous le voyez dans les magazines d'époque ou quoi, enfin, dans les kiosques d'époque, est-ce que vous aviez envie d'acheter Megaforce? Moi, des fois, ça m'arrivait de le feuilleter, et sincèrement, Megaforce, il n'y avait rien dedans.
Et la plupart du temps, en fait, on passait notre temps, vous savez, à regarder les guides stratégie, les codes à la fin. Megaforce, franchement, il y a une hype autour de ce magazine qui est indécente. Megaforce, franchement, quand t'es gamin, t'achètes pas. Il y a rien dedans en fait, hein. Les tests ne veulent rien dire. Encore plus que dans le joystick ou à l'époque Joypad, console plus ou enfin c'est un magazine pro Sega comme était le club Nintendo avec le magazine Nintendo, c'est la même chose. Il n'y a rien de pertinent dans les tests, rien du tout. Je comprends pas que les gens aient cette espèce de nostalgie envers Megaforce. Alors c'est vrai que les premières pages étaient super claquantes au niveau, par exemple, vous savez, visuel. On mettait des belles jaquettes de jeux Mega Drive qui sortaient, Shinobi, World of Illusion, Rocket Knight, Sonic 2, tout ça. Mais vous ouvriez, vous regardiez, il y avait des belles photos. Les tests ne voulaient rien dire. Alors après, bon, Final Fight, oui, à l'époque, ça, on peut pas dire c'est un super jeu. Ça, y a rien à dire. C'est un jeu qui n'existe pas sur d'autres consoles. Final Fight, en 93, pour la version arcade, hein, je parle pas de la version Super Famicom, qui a un joueur et qui a plein de downgrades. Là, on a la version arcade, avec des couleurs un peu ternes, mais c'est la version arcade, voilà. C'est un jeu qui n'existe nulle part ailleurs au niveau qualité par rapport à la version originale, voilà. En loose, tu l'as chopé le Mega CD 2 Neymad, tu l'as chopé en braderie, bien, bah bien, 110 c'est bien, enfin c'est bien. Tu me diras aujourd'hui, je crois qu'il est à 150 sur eBay en loose. Tu vas à République, c'est 250. Tu veux une PC Engine aujourd'hui en boîte, c'est 300 balles. Alors que l'année dernière, par exemple, au Japon, une PC Engine complète en boîte, c'est 100 dollars. Même pas 100 dollars. Moi, je te parle frais d'importation, tout ça. C'est 100 dollars. Pourquoi ils la vendent 300 euros à Paris? Les mecs se font quand même 200 euros de marge. C'est un truc de fou, quoi. Et je vous parle en connaissance de cause, hein. J'ai acheté une Core Graphics 2 l'année dernière. Je l'ai payé 120 euros. Complète en boîte. Enfin, tu la vois à Paris, 350 euros. Enfin, cherchez bien sur eBay au Japon. Il y a plein de consoles qui sont disponibles vraiment pas cher. Ne prenez pas le temps d'aller acheter un Atari ST à 500 euros chez Full Set. Mais vous avez craqué, les gars. Enfin, je pense que même Huawei il rigole en rentrant chez lui en disant le mec il a acheté un Atari à 500 euros juste pour passer devant la caméra. Il doit être mort de rire avec les mecs là. Enfin, c'est des barres de rire. La version Mega CD est la meilleure. Heartwood, ouais, bah, je pense. Tu peux pas la comparer à autre chose vu qu'il n'y a pas de comparaison en fait, c'est ça. Cousin Hubert, tu dis c'est un journal de vendu comme Nintendo Power. T'as jamais compris l'intérêt? Bah moi non plus. J'ai jamais compris l'intérêt. Et encore plus, encore pire, c'est-à-dire que aujourd'hui, enfin vous le savez, mais sur Abandonware, les gens qui ont racheté, Megaforce, les droits de Megaforce, ont demandé à Abandonware de retirer les magazines gratuits. Sincèrement, franchement, c'est comme si dans le futur, voilà, on avait, je peux même pas faire de comparaison parce que c'est un des pires magazines au niveau de la pertinence et des tests. C'est un des pires magazines. Avec le club Nintendo, Nintendo Power, je sais pas ce qu'il y a d'autre, voilà, mais c'est un des pires magazines de l'histoire. Si vous voulez vraiment vous cultiver et apprendre des trucs, achetez Tilt Magazine, Génération 4, allez acheter même Playmag. Playmag en 96, quand la PS1 elle arrive, il est très bien. Je parle pas de PlayStation Magazine, hein, je parle de Playmag. Playmag, c'est vraiment un très bon magazine. Il y a des reportages de journalistes, etc. Non. Alors, joystick, c'est difficile. Parce que joystick, la partie console, c'est n'importe quoi. Mais la partie, par contre, micro-ordinateur, dans le joystick, c'est génial.
Mais tous les tests qui sont faits par JM Destroy dans le joystick, vu et dispo chez Shoot Again, c'est des tests bidons. C'est que des tests bidons. Il décrit la jaquette du jeu et puis il met vu et dispo chez Shoot Again 18 sur 20. Ça n'a aucun intérêt. Mais il est très bon magazine. Et le comble de tout, c'est que les mecs qui ont repris les droits de Megaforce ont demandé le retrait des magazines d'Abandonware, où grâce à Abandonware, il y a eu cette hype pour Megaforce. Et grâce à cette hype, des gens ont récupéré les droits ont voulu récupérer les droits de ce magazine, il y a un site internet, tout ça. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi en fait. Enfin bref. Ça c'est toute l'histoire de Sega en fait. Le côté fan des des clients de Sega n'a jamais été respecté après la fin de la Mega Drive, du Mega CD, de la Saturn, de la Dreamcast. La Dreamcast, même la Game Gear, vous avez vu, ils ont fait une micro Game Gear, nos amis de Sega. Il n'y a aucun respect par rapport aux gens qui ont aimé la Game Gear. C'est quoi? C'est un suppositoire. Et tu vends ça à 200 ou 300 euros. À un moment donné, les mecs ne comprennent pas ce que les fans de Sega ont ressenti à l'époque par rapport à la console et au jeu. Il y a trop de marketing qui n'a servi à rien après et pendant la fin de ces consoles en Europe et au Japon. Alors les États-Unis ils ont abandonné parce que voilà. Les magazines avec les CD offerts, ouais, Playmag, les démos, etc. Voilà. Pourquoi acheter un magazine qui ne parle que de ta console? Voilà, c'est exactement le côté éclectique où tu vas un peu voir ailleurs, tu regardes ce qui est bien et pas bien. Mais franchement, graphiquement, oui, ça c'est un jeu qui fait vendre le méga CD. Il y en a pas mal et celui-là en fait partie, voilà. Alors In Excess, voilà, Make My Videos, où tu pouvais créer un clip du groupe qui à l'époque, bon on va dire c'était un groupe pop rock, où justement Kylie Minogue que vous connaissez, qui a tourné dans Street Fighter et aussi qui était une chanteuse à l'époque, qui sortait avec le chanteur d'In Excess, je crois qu'il est mort d'overdose. C'était l'époque de toutes les drogues possibles dans les groupes pop des années 80 et 90. Et c'est assez étonnant qu'ils aient fait d'ailleurs un jeu autour d'In Excess, parce que je pense que même Aerosmith, Guns N' Roses et d'autres groupes auraient mérité d'avoir ce genre de truc. Bon, In Excess, c'est comme si... ouais, c'est... disons... Alors attention, c'est pas pareil, mais voilà. Les gens qui étaient fans des Backstreet Boys ou des conneries comme ça, bon voilà, c'est équivalent. Ça vendait beaucoup, donc oui, ça intéressait les fans de ce groupe-là. Mais acheter un jeu vidéo pour faire un logiciel de montage et regarder la vidéo qui tourne une fois que tu l'as monté. Bref. Alors Jaguar XJ là, 220, je sais pas quoi. En fait, c'est un Lotus Turbo Esprit Challenge qui existe sur Atari ST et Amiga. Alors voilà, c'est pas un jeu qui est fait pour c'est pas un jeu qui est fait pour comment dire, le Mega CD, hein. C'est un jeu graphiquement, c'est Atari ST Amiga. Sincèrement, voilà, moi je vois pas l'intérêt de ce genre de titre. Si c'est pour faire de la quantité, Sega s'est planté sur l'adaptation de certains titres. Voilà, on pouvait jouer en écran splitté à deux. Alors, il fallait bien faire un jeu de voiture, graphiquement. Il y a Outrun qui est sorti sur PC Engine en 90. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, on est 2 ans plus tard. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi? On dirait Burning Robin sur GX 4000 qui a été upgradé. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Next. Allez, voilà. Zapping. Alors là, on a Wolf Child qui est sur Mega Drive. C'est un jeu Mega Drive, voilà. No comment. Ça sort sur Mega CD. Voilà.
on évolue avec aisance. J'aime bien les descriptifs, parce qu'on sait pas quoi dire. On dit pas que c'est un jeu méga... Il vous faut le méga CD hein, pour jouer à Wolfenstein, non. Un jeu de JVC qui avait fait quand même Indiana Jones Trilogy sur Super Nintendo, les Super Star Wars avec Lucas. Ah si, graphisme, regardez, j'ai été mauvaise langue, regardez. On est loin de ce que l'on est en droit d'attente sur support CD. Sauf que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris en fait. Et, voilà, les gars, vous pouvez confirmer. La réflexion qu'on avait à l'époque, 550 mégas, il nous faut du jeu les gars, il nous faut du jeu, il nous faut un jeu qui est extrêmement fourni au niveau du CD, il nous faut des gros titres, la puissance, la mémoire. Les gens à l'époque, dans les magazines, les pseudo-journalistes hein, qui ont fait des émules chez Joypad après avec les Gollum qu'on a vus, voilà, les Julien Chaise et tout, voilà. Les journalistes qui sont arrivés à l'époque de Megaforce, voilà, et d'autres journalistes qui sont arrivés à l'époque également de la hype des PlayStation 1, etc., ne comprenaient pas la différence entre la puissance, la mémoire vive d'une console, et également la quantité de données mises sur une EPROM dans la ROM. Tout ça a été mélangé. C'est-à-dire que la Neo Geo c'était magnifique, c'était exceptionnel, sauf que la 3DO et la Jaguar c'était beaucoup plus puissant. Il te parlait d'effets visuels, de zoom, de dézoom et tout ça, mais... Enfin bon bref, là par exemple, graphiquement on te dit que le jeu n'est pas à la hauteur du Mega CD. C'est une Mega Drive. Le Mega CD, c'est une Mega Drive. Avec un support CD pour rajouter des sons, des vidéos, et également un jeu un peu plus long. C'est tout. C'est un jeu Mega Drive. Graphiquement, ça ne peut pas aller au-delà. C'est ce que je vous racontais également avec la PC Engine et malheureusement la Super Graphics. C'est que sur UCard, vous ne pouvez pas mettre plus de données pour faire des jeux plus impressionnants également, et technologiquement plus impressionnants, que ce que la PC Engine pouvait faire à l'époque. Sur Super Graphics, on voulait plus de sprites, plus de ci, plus de ça, mais les gens qui produisaient les jeux n'allaient pas se planter un couteau, en fait, en vendant, en fait, et en produisant des jeux que pour la Super Graphics, alors qu'il y avait 1,5 million de possesseurs de PC Engine dans le monde, et à peine 50 000 de possesseurs dans le monde de Super Graphics. Ils faisaient des jeux pour la PC Engine. Là, à l'époque du Mega CD, on fait des jeux pour la Mega Drive qu'on adapte sur Mega CD. Voilà. Ouais, bonne soirée à toi, Jeff Retro, merci d'être passé. Ouais. Bah, tu regarderas en replay à la fin, y a pas de souci. C'est si bon comme ça, le titre. Ils vont faire une remontada cette année. Sinclair, tu t'en souviens. J'adore Sega, mais Sega c'est n'importe quoi. Sega... Ah, tu m'as tué. Sega, c'est n'importe quoi. Eh putain, ça aurait pu être le slogan de la 32X. Sega, c'est n'importe quoi. Magnifique. Génial. Hey, Yordax, franchement, tu m'as tué là. Génial. Et un jour, je vais faire un live et je vais écrire Sega, c'est n'importe quoi. Au lieu de mettre Sega, c'est plus fort que toi dans la même police avec la même publicité. Sega, c'est n'importe quoi. C'est génial. Tu crois que Michael Hutchence de Dynexense était fan de jeux vidéo? Ah bah il a dû jouer à la Game Boy un jour. Et donc Sega s'est dit oui bah tiens t'as joué à la Game Boy, on va faire un jeu sur toi, c'est bien. Allez. Il était pas mal à l'époque. Oui, alors c'est vrai que je suis un peu méchant, mais Jaguar XJ en effet c'est un très bon jeu pour l'Amiga et l'Atari ST. Voilà. Là il est sur Mega CD là, tu vois. Donc voilà, alors on va continuer dans le folklore. Alors après, Thunderhawk, ah bah voilà le jeu d'hélicoptère, c'est ce que je vous disais. Le fameux jeu d'hélico où bah on a... attendez, je vous mets... voilà. Thunderhawk, où il y a la voix de Stallone apparemment, en VO, qui vous parle dans le jeu. Voilà. Donc voilà. Ah, j'ai pas de mots. Hein. Graphiquement, c'est de la Mega Drive. Il y a un peu de 3D. C'est saccadé. Hein. Si vous regardez, en fait...
Alors, les graphismes en eux-mêmes ne sont pas fantastiques. Je pense il aime bien le pléonasme, il aime bien également la répétition de, voilà, de la même trempe hein, autour de ces tests. D'ailleurs, il a pas de nom. La petite bestiole, là, elle a pas de nom au niveau des tests. Animation excellente en tout point de vue. Voilà. Qualité CD au niveau des sons. Core Design avait fait le jeu. Alors, est-ce qu'il parle de Stallone, les gars? On voit quelque chose ou pas, là? Une intro... À mi-chemin entre Desert Strike et LHX Attack Chopper. Voilà. Alors, il faut dire qu'à l'époque, ces jeux-là d'hélicoptères, simulation de vol, on aimait bien dire, à aucun moment ça simulait un vol de quoi que ce soit. C'était plus une bouillie de pixels qui était dégueulée en face de toi au niveau de l'écran, façon Afterburner. La plupart des décors, en fait, c'était quoi? C'était des champs et des espaces désertiques. Il n'y avait pas de bâtiments, tout ça. Et t'imagines, tu mets des bâtiments en 3D, la console, elle reboot, là. C'est mort. Voilà, d'ailleurs, Thunderhawk 2, alors, est-ce que c'est la suite légitime de Core Design ou c'est... Je pense que c'est la suite, ouais, t'as tout à fait raison de le signaler. Voilà. Mais Thunderhawk, ça peut être intéressant pour les gens qui aimaient bien ce genre de shoot à l'époque. Hein. Il y en avait un peu partout hein, à l'époque. C'était vraiment... Alors Sherlock Holmes, voilà, détective, tu coches des cases, tu parles à des gens, tu fais une enquête. Et je crois que le jeu est qu'en VO. Alors attendez, on va regarder cette histoire. Les dialogues sont parfaitement reproduits, enregistrés. On regrettera l'absence de musique pendant le jeu. Ah, il n'y a pas de musique. Je crois que c'est My Retro Life, la chaîne américaine, qui en parlait. Il avait eu le jeu à Noël avec le Mega CD et d'autres jeux. Ils étaient bloqués dans un menu et les gens ils parlent en fait. C'est en VO, je crois. C'est pas en français. Je crois qu'il le dit pas là. Attendez, on va voir. Et en fait, on parle aux gens, on interroge les gens, on fait une enquête, etc. C'est des séquences en vidéo qu'on ne peut pas arrêter, et quand il a arrêté de parler en fait bah c'est à toi de changer de pièce ou voilà, c'est démerde-toi en fait. C'est un film interactif, ça n'a aucun intérêt pour un enfant de jouer à ça. Voilà. Alors il parle pas des langages hein. Dites-moi si vous y avez joué, mais dans mes souvenirs c'est un jeu qui est en anglais. Bon, après, c'est pas bien grave, si je me trompe, personne n'a ça, donc voilà. Personne n'a ça. Les menus, en tout cas, sont en anglais. Voilà, vous avez plusieurs options dans vos enquêtes. À l'époque, ils avaient engagé des acteurs pour, justement, blinder à mort les CD du jeu. Au final, on a des séquences à FMV avec des acteurs bas de gamme. Tu vois, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Tu vois, ils sont grimés en personnages des années 50 ou 30 ou 40, je ne sais quoi. Franchement, c'est du mauvais acting. C'est très mauvais. Je vous laisserai aller voir les vidéos qui tournent autour de ce jeu-là. Alors, Robot à l'Est. Graphiquement, on est en dessous de la PC Engine de certains titres. Hein. Voilà. C'est dramatique. C'est une des raisons en fait pour laquelle le Mega CD n'a pas fonctionné, c'est que graphiquement c'est de la Mega Drive. Tu peux pas vendre une nouvelle console. Tu peux pas vendre un nouvel accessoire comme une nouvelle console. Sega aurait dû être honnête avec les joueurs en disant on vous vend un accessoire pour la Mega Drive, mais ce n'est pas une nouvelle console. Et voilà, c'est ça le problème. Donc là, 70%. Attention, 78%, les gars, c'est quand même 15,9 sur 20. C'est énorme. C'est du 16 sur 20 pratiquement. C'est énorme. Donc c'est une très bonne note. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, pour ceux qui connaissent les magazines, 78%, c'est une note moyenne. Par rapport à la corruption de l'époque. Mais bon, ça reste un bon jeu, attention. Voilà, ça reste un bon petit jeu. C'est pas un mauvais jeu, mais graphiquement, voilà. Encore une fois, voilà, Afterburner 3, c'est de la Mega Drive. Avec des meilleures animations, peut-être,
Mais à l'époque, il y a J-Lock qui est passé par là. Bande sonore conforme à l'arcade. Mais ça s'arrête là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? 72, voilà. C'est Afterburner qui a été upgradé. Ça n'a pas forcément grand intérêt. Prince of Persia 86. Une fois fini, on n'y revient plus. Bah, finis-le, Prince of Persia, tu m'en reparleras dans 10 ans. Il n'y a pas de save state, hein, démerde-toi. C'est un excellent titre. Et c'est un des jeux qui peut pousser à acheter, en fait, le Mega CD à l'époque. C'est pas un titre, primordial pour votre ludothèque, mais il fait partie des 5 jeux que vous devriez avoir sur Mega CD au lancement en France du Mega CD 2. Après, graphiquement, hein, voilà, encore une fois, Mega Drive. Alors, Batman Returns, c'est ça. Hein. Ils ont rajouté, c'est ce que je vous disais par rapport à la version Mega Drive, c'est un autre jeu. Mais graphiquement, encore une fois, les couleurs ternes, etc. Je pense que c'est un bon petit jeu par contre, ça. On peut bien s'amuser, un jeu de plateforme mélangé avec le personnage Batman, les séquences en voiture, dans la ville, des animations différentes de la version Mega Drive d'origine, etc. Des séquences en plus, ça peut être intéressant. Après, les gens qui ont connu également la version Mega Drive n'ont pas envie d'acheter Batman Returns. Parce que c'est à vous dégoûter en fait de la licence. Le jeu est assez difficile, pas très beau. On n'achète pas un méga CD pour jouer à Batman Returns. Voilà, il aurait fallu du clinquant, voilà, il aurait fallu des couleurs, voilà, du renouveau au niveau des licences. Il réadapte déjà des jeux faits. La série Pingouin est top, tu dis. Ah oui, c'est en série télé actuellement. Salut Julien Chaudet, ouais. Là, on a Time Gal. Voilà. Alors, je connais pas du tout, donc je pourrais pas me prononcer. Voilà. Séquence animée avec certainement... Cousin Hubert, tu dois connaître ça. Scène d'intro mal digitalisée, courte durée de vie, un scénario très rigolo. Variété des séquences animées, la possibilité de revoir toutes les séquences. Ah, super. Une fois que tu as fini les jeux, tu peux revoir le jeu que tu as fait. Tamigal est un prétexte pour que son héroïne connaisse tout un lot de situations très différentes. Attention, ce jeu est d'un genre auquel vous n'avez pas encore été confronté. Dessin animé interactif, voilà. Donc pour ceux qui l'ont eu, voilà. J'ai trouvé un jeu de méga CD à Emmaüs, c'était Rebel Assault. Ah bah voilà un bon petit jeu qui est sur 3DO, qui est sur PlayStation 1 et qui est mieux fait donc sur les autres consoles que la Lisa Lane Forcer avec un upgrade au niveau des vidéos de combat avec le rail shooting. Où vous avez des séquences animées vidéo comme sur la version arcade. Mais ce jeu existe sur Mega Drive, il est pas mal sur Mega Drive, faut avoir le gun. Hein. Après si vous jouez à la manette, bon c'est pas pareil. Hein. C'est comme House of the Dead sur Saturn. Jouez avec le gun sur Saturn, hein, le premier. Hein. Ne jouez pas avec la manette, c'est pas intéressant. Voilà, alors... Ils disent la marge. Alors, c'est la marge de difficulté ou pas? Attendez, je vais essayer de rapprocher, de zoomer ce qu'ils disent. Le manque de difficulté, c'est peut-être ça. Voilà, le manque de difficulté en mode normal. Ouais, c'est vrai que... Moi, je préfère Terminator 2 et Arcade Game, par exemple. Ça, je pense que ça aurait été sympa de le faire sur Mega CD. Après, ils ont fait Terminator. Voilà. Précision exemplaire des pistolets. Fidélité à la version arcade, tous les graphismes sont digitalisés. Bah encore heureux. Hein. Encore heureux. Ah, voilà un bon petit jeu. Voilà, coloré. Sonic CD. Voilà. Ça, c'est le genre de titre qu'il aurait fallu dupliquer dans d'autres versions. Sonic 1, 2, 3, Sonic CD 1, 2, 3. Vas-y, balance-les et je fais quelque chose.
Ah, non, ça n'a pas été fait. Après, la séquence là, la séquence à la Mario, pas à la Mario Kart, mais vous voyez, cette espèce de mode 7 où Sonic en fait la course, moi j'ai pas aimé du tout. Hein. J'ai pas aimé ça là. Enfin, c'est. Non, j'ai pas trouvé ça bon, je sais pas ce que vous en pensez. Sébastien, tu dis Révolution X sur Saturn est bien aussi avec un. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il est bordélique. Ouais, je sais pas. C'est. Je l'ai sur Super Famicom. Révolution X. Pour te dire. Aussi, ouais. Sur PS1, je l'ai pas acheté dans ma collecte. Après, il y a Sylphid, voilà, qui a un bon shoot, avec différentes séquences. Sylphid, ils l'ont pas sorti. Ils l'ont pas sorti. Attendez. Il est arrivé sur d'autres consoles ou pas, Sylphid, après, les gars? Dites-moi. Il ressemble à Starblade aussi. Vous aurez en outre la possibilité de peaufiner cet armement. Voilà, on peut upgrader les armes. PS2. Ah, il est sur PS2, Sylphid. Ok, c'est bien ce que je me disais, parce que moi j'y avais joué, il me semblait que j'y avais joué ailleurs que sur le Mega CD. Je voulais pas dire de bêtises parce que je savais pas s'il y avait un 2 ou un remaster, vous voyez. Alors je sais qu'en ce moment c'est la mode sur la, vous savez, sur la Switch de ressortir des titres déjà sortis sur Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, remasterisé, etc. Je suis certain qu'un jour ils vont nous refaire un Sylphid Alpha Beta Plus. Voilà, ça... Les mecs ne savent plus quoi faire. Ah oui, ça me fait repenser. D'ailleurs, Rix, tu vois, je pense qu'il est, ouais, il est parti à la salle de muscu, là, il m'avait dit. Mais c'est. Il y a un mec dans la vidéo de Backintosh rencontre abonné qui disait ah mais moi Rendering Ranger je le voulais à tout prix donc je l'ai acheté. Ça fait 4 ans. Les gars, ça fait 4 ans qu'il est sorti, tu voulais l'acheter quand en fait? Réveille-toi. Si tu le voulais à tout prix, pourquoi tu l'as pas acheté avant? C'est Rendering Ranger, je crois, dans la vidéo dont il parle avec la version Switch là. Ou un autre jeu, je sais plus. C'est pas. Ouais, je sais plus. Enfin, c'est un shoot'em up comme ça là. À peine la présentation commencée, le joueur est cloué à son siège et n'en croit pas ses yeux. il est retourné sur Atari 2600. Il n'en croit pas ses yeux. Et voilà. C'est magnifique. Non, on troll, mais... Là, les jeux sortent trop tard, le Mega CD2 arrive trop tard en France, tout ça est un échec. Là, en fait, on est en train de visionner un échec en temps réel, sortie de presse en septembre 93 du Mega CD2. C'est épilogue d'un échec, voilà. Donc Night Trap, voilà, on connaît. On va pas en parler plus de Night Trap que vous le savez, hein, mais... Et d'ailleurs, ce Night Trap est sorti sur la Switch, voilà, à un moment donné, par Limited Run ou je ne sais qui, là. Les imposteurs de la remasterisation pour vous vendre plus cher les jeux qu'ils ne le sont, là. École de fin. Alors déjà, École de fin sur Mega Drive, c'était difficilement faisable pour les enfants en bas âge. C'est marrant qu'ils aient fait un jeu avec des dauphins pour des adolescents ou des adultes, parce que c'est pas le public. Et alors, je sais pas si vous avez connu ce jeu à l'époque sur cathodique, mais il donnait en fait des nausées et des vertiges. Parce que l'écran se déplaçait extrêmement rapidement, et nous on était concentrés sur le dauphin et pas sur l'environnement. Et le fait que vous accélériez avec le dauphin, ça vous donnait des nausées et des vertiges avec le flou du cathodique, je vous promets, c'est horrible. Essayez, faites un test. Vous me direz si vous arrivez à jouer à École Dauphin plus de 20 minutes sans avoir envie de vomir. Après, bon, voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Donc, pour résumer, qui a parmi vous dans le chat un Mega CD? Alors, on a vu tout à l'heure, il y avait, c'était Jeff Retro. Je m'excuse si j'oublie les gens qui l'ont dit, mais il y a pas mal de gens qui ont un Mega CD2 aujourd'hui. C'est le design qu'on a connu le plus hein, en France, hein, parce que le 1 on l'a pas vu.
Et par contre, voilà, moi je pense que le Mega CD 1, il était plus fiable, il avait de la gueule, il était plus ergonomique, parce qu'on empilait la Mega Drive sur le Mega CD, c'était pas aplani. Je pense qu'au niveau des transfos, il y avait autant de bordel par contre. Et pour résumer, c'est un truc qui n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais si tu étais fan de Sega à l'époque, t'étais obligé de passer par là en fait. T'étais obligé d'adhérer au concept de ce Mega CD parce que ça représentait également une évolution technologique pour la Mega Drive. Si tu avais compris en fait ce que Sega voulait faire, parce que le problème c'est que il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris cette évolution. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là où toi, à un moment donné, tu voulais simplement jouer à des jeux plus beaux et également meilleurs que, je pense, dans la tête des enfants, tu voulais avoir des jeux mieux que sur Neo Geo, tu t'es retrouvé avec une Mega Drive avec un lecteur CD. Non mais c'est dramatique. C'est dramatique et c'est la réalité de l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui se hype avec la Jaguar en disant que c'était une super console à l'époque, la console est sortie, elle était déjà dépassée par toutes les autres qui étaient sur le marché, et les éditeurs n'ont jamais voulu développer plus que ça sur la Jaguar parce qu'il n'y avait pas de marché pour les développeurs et les éditeurs. L'argent des éditeurs se faisait sur PS1, sur également même la 3DO. Je pense que la 3DO... c'est une console assez correcte, assez... on va dire... qui a eu plusieurs versions, c'est assez ça qui est bizarre. Voilà, il y a plusieurs éditeurs, constructeurs qui ont eu le droit de créer une 3DO. Mais c'est une console assez honorable. C'est pas quelque chose... Le Mega CD, en fait, qu'est-ce qu'on retient du Mega CD aujourd'hui ? On retient en fait le fait surtout que c'est une console qui a causé des pertes financières énormes à Sega et qui n'a pas marché auprès des joueurs. Et si on parle que de un jeu ou de deux jeux sur un format comme Final Fight et Night Trap pour son côté nanar, ça reste problématique. Il y a des gens qui vont toujours vous rappeler « Ouais, il y avait Sylphid !» Mais qui a joué à Sylphid en fait à l'époque du Mega CD ? Trouvez-les les gars, je veux bien moi. Voilà, et puis après à l'occasion on a sorti des petits jeux de plateforme, voilà, comme Wonderdog, voilà. Mais ça avait très très peu d'intérêt en fait pour les clients de l'époque, tous ces jeux-là. On n'a pas eu plus l'envie d'acheter la console et possédant une Super Nintendo à l'époque et une Mega Drive. Ce Mega Force d'époque, je peux vous montrer la couverture si vous voulez. Hein, voilà, je vous montre la couverture. Alors, attendez. Elle est là. C'était voilà. Le Mega Force de septembre 93 avec le supplément de 48 pages. A l'époque, on a Street Fighter 2 Prime qui sort sur Mega Drive et on a Aladdin et Mortal Kombat. Pourquoi tu vas acheter un Mega CD ? Aucun intérêt. Si Sega avait été malin, ils auraient sorti Mortal Kombat exclusivement sur le Mega CD avec les musiques arcade. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, parce que vous avez certainement des souvenirs flous autour de la Mega Drive et de Mortal Kombat. Dans Mortal Kombat 1, il n'y a aucune voix digitalisée des combattants lorsqu'ils donnent des coups. Raiden, Liu Kang, tout ça, il n'y a pas de son. Il n'y a que le bruit des effets spéciaux, des boules de feu, des machins. Il n'y a pas les voix digitalisées des personnages. Il faudra attendre Mortal Kombat 2. Pourquoi ne pas avoir sorti, par exemple, sur Mega CD, avec le Mega CD, un pack Mortal Kombat ? Putain, mais les gars, Sega, vous réfléchissez à deux à l'heure. Pourquoi vous sortez pas également un Aladdin Mega CD avec le son, les musiques de Disney original ? Ça aurait été magnifique pour les gamins de l'époque, avec des petites séquences vidéo animées qui reprenaient le dessin animé. Enfin, c'est évident. Sega, les gars, vous avez causé votre tombe tout seul. Vous avez creusé votre tombe tout seul.
Enfin, je veux dire, on a tellement d'idées marketing qui n'ont pas été réalisées par Sega à l'époque, qui auraient été largement faisables. C'est à peine croyable qu'aujourd'hui, en fait, on ait des solutions que Sega n'avait même pas imaginées à l'époque, au lancement de cette machine-là. Et en plus de ça, ils font des hypes énormes, du marketing énorme autour de titres phares, comme Aladdin et d'autres jeux voilà, pour la Mega Drive. On parle pas forcément du Mega CD. C'est quand même dingue. Et graphiquement, des jeux Mega Drive sont plus beaux que des jeux Mega CD comme Jaguar XJ, comme... enfin, il y avait l'autre truc, là, Sylphid, tout ça. Pourquoi tu as Thunder Force 4. Pourquoi tu vas acheter un Mega CD pour jouer à Sylphid? Ok, il y a de la 3D, mais ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Starwing, il est aussi bien sur Super Nintendo. Enfin, c'est une aberration technologique qui a été implantée à la Mega Drive à l'époque. Il fallait passer à la Saturn. 32X Mega CD ne servait à rien dans la ludothèque de la Mega Drive. Absolument à rien. Et c'était voué à l'échec. Parce que tu rajoutes un lecteur CD à une Game Boy ou tu rajoutes un lecteur CD à une Mega Drive, tu auras toujours des jeux Game Boy et tu auras toujours des jeux Mega Drive. Voilà. La programmation, c'est pas de la magie. Enfin voilà les gars. Cédric Vidal, salut, comment tu vas? C'est vrai qu'on discutait tout à l'heure déjà. Et d'ailleurs, ouais, on discutait de pas mal de choses à travers le YouTube Game avec les gens voilà, qui sont assez versatiles sur différents points. Sonic CD c'était tellement magique, j'ai toujours rêvé d'avoir Sonic CD quand je le voyais tourner dans les magasins, ouais. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la version d'origine de Mickey Mania et du Roi Lion Mega Drive, Mega CD ou Super Nintendo, celle qui est sortie en premier? Moi, alors Mickey Mania c'est 94. Le Roi Lion c'est 94. Alors tu veux savoir quoi en fait? Est-ce qu'il y a une version Mega CD? Qui est sorti en premier, Mickey Mania ou le Roi Lion? C'est le Roi Lion qui sort en premier. Mickey Mania il sort pour décembre. Il sort pour les fêtes de Noël. Regarde, si tu veux, regarde, je peux te... C'est tout simple en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que en fait, ça coïncide à des ventes par rapport à des fêtes à chaque fois. Sega sortait leurs jeux par rapport à une période commerciale. Tu vois? Après, je te laisse aller voir les dates. Hein. Voilà, tu iras voir les dates si tu veux. Alors, le Roi Lion, par exemple, c'est novembre 94. Tu vois? Tu veux savoir la date? Alors, 9 décembre 94 au Japon. Et il sort en novembre 94. C'est une exclusivité européenne. Il sort avant. C'est Virgin qui avait bossé sur le jeu, donc comme d'habitude, hein, qui avait les droits Sega. Et puis Mickey Mania, alors Mickey Mania, si ça se trouve, je suis allé peut-être vite en besogne par rapport à la version japonaise où tu sais Mickey Mania Mega Drive. Voilà, tiens, je tape à la main rapidement. Hein. Parce qu'il y a toujours ces sorties japonaises, européennes, etc. Donc voilà, tu vois, regarde. Alors, il différencie pas. J'ai pas trouvé un truc qui différenciait les dates. Alors, mars 95 au Japon. Il y a... alors attends, faudrait voir. Faudrait que je trouve une autre page. Attends, je vais essayer de trouver une autre page. Sinon, c'est octobre 94, à un mois près. Je trouve sincèrement qu'ils n'ont pas été malins du côté de la sortie de ces deux jeux Disney. Parce que là c'est Sony Computer et Sega qui sortent en fait le jeu avec Traveler's Tale. C'est Sony qui sort le jeu. Je peux te mettre la page hein, si tu veux. Hein. Je te mets la page rapidement.
Voilà, capture de fenêtre. Top, je vais te mettre ça. C'est Sony qui sort le jeu, alors que l'autre, le Roi Lion, c'est Sega avec Sony qui te font le jeu. Donc c'est pas les mêmes compagnies. C'est pour ça que les jeux sortent à un mois d'intervalle. Donc pour Noël, t'as Mickey Mania et t'as... Les dates sont contradictoires. Bah sincèrement, tu vois, je me suis pas intéressé, là tu me poses une colle. Mais on peut essayer de mettre, par exemple, quand tu changes le langage, tu sais ce que tu fais, tu mets langage français, anglais, espagnol. Il te met d'autres trucs. Alors là, en français, il te met juste 94, il te met démerde-toi, ça veut dire. Sur PlayStation, il arrive en 96. Sur Mega CD. Alors attends, tu cliques sur Mega CD. Là, tu le fais en direct, hein, on va voir s'il y a des jeux. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que le Mega CD, on n'a pas parlé du prix quand il sort, le Mega CD 1. C'est extrêmement cher. Hein. Extrêmement cher. Attends. C'est pas 2000 francs, 3000 francs, un truc comme ça. La Mega Drive coûte, à l'époque, en 92, elle a beaucoup baissé, voilà. 1290 francs. Alors, 2000 francs le Mega CD. Avec la Mega Drive, il était à 3000 francs, je crois. Il y avait un pack avec la Mega Drive à 3000 francs. Où tu pouvais l'acheter dans certains magasins. Voilà. Non, mais pourquoi pas un jour, tu sais, faire... Alors, de toute façon, là, je vais recliquer, tu sais, je vais recliquer sur Mickey Mania. Il va me remettre à la même page que tout à l'heure. C'est sûr et certain. Mickey Mania, voilà, il te remet la même page. Voilà. C'est pas... Ça n'a rien d'impressionnant. Mais regarde, on va mettre en espagnol. Parce qu'en espagnol, il y a autre chose. C'est encore pire, il n'y a même pas la date. Espagnol, c'est hasta la vista, démerde-toi. Non, mais bon, on regardera ça un autre jour. On regardera ça si ça t'intéresse, pourquoi pas, on regardera ça. Là, je te mets les dates si tu veux, voilà. Donc voilà, c'est ça. L'info qui est intéressante, c'est que, surtout, ce ne sont pas les mêmes studios qui développent le Roi Lion et Mickey Mania. Mickey Mania, c'est Sony avec Traveler's Tale et le Roi Lion, c'est Virgin Disney qui développe le jeu. C'est la différence en fait. Mais c'est vrai que pour Noël 94, moi déjà j'avais abandonné les achats Mega Drive. Hein. Mickey Mania, je l'ai jamais acheté. Bon. J'y avais joué un peu d'occasion, j'avais trouvé le jeu pas intéressant. Finalement, il est bien. Mais moi j'avais passé l'époque où je voulais jouer à des Castle of Illusion, tout ça c'était fini. Voilà les gars. Bah et sur ce, bah écoutez, passez une bonne soirée. Portez-vous bien, hein, comme je dis d'habitude. Hein. N'hésitez pas les gens là qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme je dis toujours, hein, parce que je pense qu'on est encore dans les 1/3 de gens qui ne sont pas, qui regardent la chaîne et qui espèrent que peut-être, voilà, je parle d'eux en bien, en mal, je ne sais pas. Ou qui simplement ils sont en train de faire autre chose et puis la vidéo elle tourne par hasard. Donc moi ça me fait toujours rire, ça, c'est le folklore de YouTube, voilà. Mais ouais, j'avais passé l'âge. Tu sais pourquoi j'avais passé l'âge, Cédric, aussi, c'est parce que tu sais, j'avais raconté, on était en décembre 92, j'avais acheté World of Illusion la semaine de sortie du jeu en France. Je l'avais eu avant les supermarchés parce que j'avais été du côté d'un Score Games qu'il avait en avant-première avant tout le monde. J'avais téléphoné à tout le monde un week-end pour justement aller le chercher. Je vais chercher le jeu World of Illusion, je le termine en 2 heures. Voilà.
400 francs en 2 heures. Bon, les jeux Disney, j'ai passé l'âge d'y jouer. Voilà, c'est trop facile pour moi, ça avait pas l'intérêt. Tu comprends pourquoi je dis ça, voilà. Bon allez les gars, salut, bonne soirée à tous. Et puis, si ça vous intéresse, dites-moi, on pourra parler des... S'il y a des gens qui sont allés à la rencontre abonnée Back in Toys ou qu'on fait des rencontres abonnées avec des gens dans le passé, d'autres youtubeurs, on pourrait faire une émission spéciale. L'école des fans, les gens qui sont allés rencontrer leur youtubeur favori et qui ont eu des codes promo sur Paris. Et puis quand tu vas à la boutique, on te dit non mais ici il n'y a pas de code Wawa, il n'y a pas de code promo ici, c'est que là-bas. C'est que là-bas. Et toi, mais je vais acheter un jeu là moi, t'es Wawa, t'es pas Wawa, laisse-moi acheter un jeu, 10% bordel. Alors, c'est quoi ce bordel? Moi je vous dis, si jamais on organise une soirée chez Vincent ou ailleurs, on fera un truc. Et on vous paiera la bouffe. Vous viendrez, buffet gratuit, tout ça, on passera une bonne soirée, jeux, machin, tout ça. Voilà, on fera un petit truc. J'ai pas souvenir que Wawa il ait offert des trucs aux gens. En plus, les gens ont payé pour venir le voir à la rencontre. Les tipeurs ont payé pour venir le voir. Enfin, les tipeurs payent en fait leur abonnement aux gars. Ils étaient tous tipeurs apparemment, sauf deux filles un peu perdues. Elles avaient raté le cours de gym, donc elles sont venues là. Je sais pas compris. Bon allez les gars, allez on arrête. Allez, bonne soirée à tous. Ciao ciao.